Alors, bonjour tout le monde. 4 invités, c'est beaucoup. Merci, merci déjà d'être là, c'est super chouette. Je vais faire le petit tour de présentation parce qu'en plus je suis un vilain garnement. Je n'ai même pas mis, j'ai juste mis l'image du Discord, bim, comme ça. J'ai même pas mis, tu sais, un petit prénom, un petit pseudo, quel est le média, tout ça. Donc je vais faire les petites présentations. Salut Flavien, et on nous entend bien, bon bah tout va bien. Il y a Ludo de la Ludo qui est là, qui est au plumard, il paraît. Je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais on va le dire, c'est au plumard. Euh, Lève-toi, feignasse. euh, donc ouais, donc parmi les invités, alors, moi j'ai fait par ordre alphabétique, je fais toujours ça. Et si vous regardez un peu quand j'étais au passe-temps, je faisais ça aussi. Je faisais la personne qui parlait, souvent je la mettais, et après je mettais tout le monde par ordre alphabétique. Comme ça évite, tu sais, de se poser la question de faut mettre machin en avant, pas machin, pas truc. Enfin, moi c'est par ordre alphabétique. Donc en premier, on a Anaïk. Hello, hello. Je suis déçue, je pensais que j'étais la plus importante. Et ça y est, j'ai dit tous mes rêves. Alors, tout le monde est très important, sinon je ne vous aurais pas invité, car je n'invite que des gens de qualité. Mais donc toi, c'est le blog Je perds tout le temps, pour peut-être les gens qui ne te connaissent pas encore. C'est ça. Ensuite, nous avons Nico, si je dis pas de bêtises. Là, je me trompe dans l'ordre. Nico de la chaîne YouTube Crash Test Meeple, chez qui j'ai été invité régulièrement. Et donc, il y a une vidéo qui est sortie ce matin même qui parle de la thématisation ou la rethématisation dans les jeux de société, notamment de Puerto Rico. Donc, autant dire qu'on on a marché sur des charbons ardents pour parler de sujets sensibles en n'ayant aucune légitimité et aucune maîtrise du sujet. Donc allez voir, hein, vous allez vous régaler. Donc salut On a Nico. réussi à pas déraper, il faut le noter. Ouais, c'est vrai. Mais on n'est jamais à l'abri. Ouais. Nous avons aussi la chance de recevoir donc Paul Gara, qui est donc de Proxy Jeux, de l'équipe Proxy Jeux. Voilà. Ouais. Donc je Donc, représente moi-même et puis on est 17 actuellement donc dans l'assaut. donc J'ai célèbre une sorte de podcast. responsabilité, ouais, j'ai une responsabilité sur les épaules. Donc pareil, hein, très bon podcast, toujours plein de sujets, même d'angles différents. D'ailleurs, en Oui. termes de podcast, à part vous et la radio des jeux, j'ai l'impression que c'est un peu les deux seuls. Il y avait Playback, mais actuellement, je crois qu'ils sont un peu en pause, qu'ils faisaient du podcast. Je crois qu'il y a La Bonne Pioche aussi, Ah oui, le défaut, et puis surtout il y a le Défaussé aussi qui sont. c'est vrai. Parce qu'on a la chance dans Proxy Jeux d'avoir aussi Zéphiriel qui est dans le Défaussé. Ah, il y en a qui mangent à tous les râteliers. Ouais. Et nous avons enfin Rachel de la chaîne La Dame de Carreau Rachel. Donc sur Instagram, maintenant tu officies sur Instagram. Est-ce Alors, que... c'est marrant que. Pardon, Vas-y. je t'ai coupé. Non, mais c'est marrant parce que moi, Jérémy, il me lance une invitation. Je ne travaille plus, donc je suis libre de mon temps, donc je dis oui sans réfléchir. Mais je trouve ça très marrant que tu m'aies invité pour représenter Instagram parce que Instagram, j'ai aucune volonté de quoi que ce soit dessus. C'est juste, ça me manquait et voilà, une petite crise de manque et donc j'en ai fait quelque chose en reprenant les codes habituels. Ouais, bah, c'est très chouette. Hein. Donc voilà, donc voici nos 4 invités. Hop, je rebascule. Excusez-moi, je fais tout en même temps, donc attendez-vous à des baisses de rythme. Donc bonjour à tout le monde, à ceux qui viennent d'arriver. On va essayer d'aborder, alors je vais faire un petit disclaimer en début de vidéo pour rappeler qu'en fait ce qu'on va dire c'est un peu ce que nous on imagine, c'est-à-dire que, parce que je rappelle, parce que quand on s'exprime comme ça en vidéo, en live, et on peut des fois donner l'impression que la manière dont on va s'exprimer, c'est genre oui, nous on apporte la vérité ou autre. Non, ce ne sera pas le cas. Hein. On va juste donner un peu notre vision des choses, notre expérience, mais ça reste que notre expérience. C'est à aucun moment ça a une volonté de dire hey, c'est ça qu'il faut faire ou être donneur de leçons, etc. Donc on va essayer tant que faire se peut, et ça c'est plutôt à moi que je l'adresse, de ne pas citer d'autres collègues, d'autres camarades médias ludiques, qui parfois peuvent avoir des pratiques qu'on pourrait peut-être imaginer contestées ou contestables.
Donc on va essayer, voilà, il n'y aura pas de name dropping, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour réfléchir un peu sur ce que chacun fait, pense qu'il faut faire, ou qu'il faudrait faire, pourquoi pas. Et j'ai essayé d'avoir, j'ai invité ces 4 personnes parce que je pense qu'elles sont toutes représentatives d'un média en particulier, ou d'un médium, je ne sais pas comment on dit, avec du podcast, du YouTube, de l'Instagram et un blog, ce qui est quelque chose que je pensais avoir disparu, mais non, en fait, il y a encore le blog n'a pas disparu. Et il nous manque Twitch. Donc normalement, il y avait Penelope Gaming qui aurait dû être là, mais pour des raisons de planning, c'est pas possible. Donc je ferai un peu du Twitch. Voilà, je m'accaparerai ce médium, même si c'est pas un de ceux que je maîtrise le plus. Et donc, on va essayer de parler des bonnes pratiques. J'ai essayé de répertorier un peu, moi en amont, ce que j'imaginais, les sujets qui pouvaient être importants. Vous inquiétez pas dans le chat si je ne prends pas vos questions immédiatement ou quoi. Si c'est pertinent, je vais le noter et je l'insérerai au moment qui me semble le plus opportun dans la vidéo. Est-ce qu'on est bon, on peut se lancer? Vas-y. Zébardi. Donc on va partir sur directement le gros sujet, mais non, peut-être avant, est-ce que il y a peut-être qu'est-ce qui pour vous serait des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des sujets principaux ou pas du tout? Bah, Vas-y. moi, j'aurais tendance à dire que peut-être pas le sujet principal, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, selon mon opinion, hein, même si je représente, tu l'as dit, je suis dans Proxy Jeux, mais c'est à mon nom que je parle aujourd'hui, c'est d'avoir toujours en tête la transparence. Je pense que c'est une sorte de guideline qu'on doit avoir en tête et finalement, peu ou prou, même si on a des principes différents, si on a ce mot d'ordre en tête, je pense qu'on arrive à faire, voilà, on est dans quelque chose qui donne une tendance sur ce qu'on va faire, que ce soit en termes de ligne éditoriale, de rémunération, enfin tous les sujets, on peut les traiter presque avec la transparence comme fil directeur. Ouais, ça, c'est ce que j'avais noté en 1, hein, parce que je me suis dit que effectivement, je pense que c'est important. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans la transparence? Parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire dans un sens. Moi, alors, je vais aborder ce que j'ai mis en tout premier parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, à droite, à gauche, qui fait beaucoup parler, notamment même les médias hein, d'ailleurs. C'est les fameux exemplaires presse. Quand on parle de transparence, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est dire, ben voilà, on a reçu un jeu ou pas reçu? Ça fait partie de ça? On peut parler des exemplaires presse tout de suite ou pas du tout pour vous? C'est pas du tout le sujet Bah, pour moi, ça fait partie du sujet, ouais. Toujours dire l'origine, en fait. Si le jeu, c'est toujours problématique de savoir si c'est quelque chose que tu as fait de ton plein gré ou si c'est ta démarche à toi d'avoir été chercher ce jeu-là pour en parler ou si tu l'as reçu. En fait, pour les exemplaires presse, ça peut être un sujet, effectivement, de le préciser. Je pense que c'est pas une information inutile. On n'a pas tous, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ont pas tous, ou nous lisent, n'ont pas tous le même degré de connaissance de comment ça va fonctionner. En fait, quelles sont les pratiques d'un milieu et de ce fait, c'est pas mal. Ça peut être. Effectivement, j'ai toujours l'impression que c'est un public de connaisseurs ou de connaisseuses dans le monde du J2S au point d'aller lire des articles, etc. Mais en fait, tu as beaucoup plus de gens variés. Donc, moi, je trouve que c'est toujours bien de donner l'information. Ça évite tous les malentendus. Ouais, d'ailleurs, on peut peut-être faire le tour. Qui reçoit des exemplaires presse, qui n'en reçoit pas? Donc, Moi, j'en reçois quelques-uns, pas beaucoup. Et beaucoup, je cours pas après. La plupart du temps, c'est des éditeurs qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient lu mon contenu et que ça leur plaisait et qu'ils voulaient bien m'envoyer certains jeux. Donc pour moi, c'est important de le préciser. Dans chaque article, j'écris si l'exemplaire vient d'un envoi presse, sachant que je pense que c'est important dans le sens où c'est un des éléments qui cristallise peut-être la défiance des gens par rapport à tout le contenu de ce qu'on va appeler les influenceurs en général, même si voilà, moi je n'aime pas trop ce terme. Donc je pense que c'est important de le signaler. Et voilà. Moi, je suis très contente de participer à cette émission dans le sens où la question des bonnes pratiques, c'est aussi des questions que je me pose par rapport à
à ce que je fais, en me disant comment parfois aussi être plus transparent. Quand les éditeurs me contactent, par exemple, moi je ne m'engage pas à un délai pour parler d'un jeu. Je dis aussi parfois, je n'en parlerai pas forcément, je n'en parle que si c'est un coup de cœur, parce que c'est beaucoup de travail, et donc je préfère ne pas en parler si ce n'est pas le cas. Mais je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et parfois on se dit, est-ce qu'il faudrait presque se faire une charte qui serait visible par le lectorat pour avoir ces informations-là. Mais déjà, je pense que le minimum, c'est de l'indiquer, comme en effet d'indiquer la provenance de l'exemplaire quand il vient d'un éditeur. Après, voilà, chacun est libre de voir si ça constitue un biais ou pas. Moi, je considère que c'est pas forcément un biais, mais peut-être que parfois on se rend pas compte soi-même de voilà, l'influence que ça peut avoir aussi sur notre expérience. Comme quand on a reçu un jeu en cadeau, voilà, c'est pas pareil que si on l'a acheté. Voilà, il y a des choses qui vont rentrer en compte. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais d'exemplaire presse, qui n'est pas la même chose qu'un cadeau. Mm. Parce que dans l'exemplaire presse, selon moi, il y a un côté je reconnais ton travail, et donc c'est normal que je te communique une information qui est, voilà le produit qui va sortir, tu peux en prendre connaissance, ce qui n'est pas la même chose que je t'offre un jeu gratuit. Déjà, pour moi, dans la démarche d'un éditeur, quand il te propose quelque chose, ou d'un auteur d'ailleurs, hein, c'est plus souvent les auteurs qui ont tendance à faire des cadeaux, et plutôt les éditeurs ou distributeurs qui ont tendance à envoyer des exemplaires presse, en tout cas dans la pratique que j'ai constatée. Toi, Rachel, ou toi, Nico, pareil, vous en êtes avec des exemplaires presse ou pas du tout? Tu veux y aller en premier, Rachel ou... J'ai commencé mon activité personnelle sur Instagram, et encore une fois, je le répète, sans aucune arrière-pensée, à part le fait de combler le manque de ça me manque d'écrire des choses en buvant mon café, donc c'est mieux qu'autre chose, hein, d'écrire et de vider le fond de sa pensée. Donc non, je ne reçois pas de boîte, mais c'est encore plus sournois parce qu'en fait, maintenant, 2 fois par semaine, je vais au passe-temps avec mes petites pâtes et qu'est-ce que je peux vous emprunter, s'il vous plaît? Dites, qu'est-ce que je peux vous emprunter? Donc, Oui, je ne sais pas quel statut ça a, ces boîtes-là. Ces boîtes empruntées à une boutique pour se faire un avis. le même que si tu vas jouer avec des amis, j'imagine, ou en Ouais, festival, ou... si c'est pas l'éditeur ou l'auteur qui te le fournit, finalement, c'est pas de Ouais, statut. mais ça, du coup, ça peut être intéressant parce que là, j'improvise complètement, mais du coup, cette boîte que j'ai empruntée, je m'en suis servi réellement comme une boîte de presse. C'est-à-dire que je l'ai gardée le temps d'en faire les photos nécessaires, d'en lire les règles, de me l'approprier, quitte à le rendre. C'est peut-être ça le problème des boîtes de presse. C'est peut-être que Donc on c'est le garde. ouais, Qu'elles c'est sont peut-être ça. gardées. Ouais. Oui, ça aussi. Ouais. Oui, non, parce que normalement, ça doit circuler. Après, ça dépend. C'est vrai que il y a un statut assez particulier avec le jeu de société, c'est que c'est un objet physique qu'on ne peut pas dématérialiser. En tout cas, on pourrait, mais c'est moins agréable ou moins... les sensations ne sont pas les mêmes et tout. On l'a vu, hein, pendant la pandémie, ça s'est fait. Il y avait beaucoup de jeux sur, comment ça s'appelle, Tabletop Simulator, TTS. voilà. Mm. Mais ça reste néanmoins que si tu n'as pas l'objet ludique en lui-même, c'est pas la même chose. Qui est partie intégrante quand même de ce que tu vends, entre guillemets. Exactement. Et qui participe à l'expérience. Là où un jeu vidéo peut être dématérialisé, là où les films peuvent être dématérialisés, même si la plupart du temps on organise des séances de presse, même pour Netflix, hein, d'ailleurs, on va au cinéma et hop, tous les médias sont invités. On a ça aussi dans le jeu vidéo où parfois on a des grosses invitations à New York, faire des tours en hélicoptère, on connaît ça, pour parler de Spider-Man. Je crois que ça s'est fait 1 ou 2 fois dans le jeu de société. Il me semble que Yellow avait fait ça, je crois, invité une bonne partie des médias, non? Quelque chose comme ça au Portugal ou un truc comme ça, non? Ah oui, c'est vrai, ça me Ah dit oui, quelque chose, exact. hein. Ouais, il y avait eu soit un truc pro, ouais. Ouais. Qui a été Mais oui. dénoncé? Et donc ouais, donc il y a ça où effectivement là on est déjà dans des pratiques un peu plus peut-être discutables, mais l'exemplaire presse, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est normal en fait, puisque ton boulot c'est d'informer, et après tu choisis ton angle, comment tu veux l'informer, mais tu es obligé d'avoir accès quand même
au produit, en fait. Sinon, ça n'aurait Mm. pas de sens. Mais c'est vrai que le côté, tu le gardes et ça rentre dans ta ludothèque ou ça devient Ou un tu le revends. où tu le revends. On l'avait vu avec Ludo quand il avait été invité, où on avait estimé, alors je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais ça représentait quand même un peu plus entre 3000 et 5000 euros de quand même de non-achat ou de revente Mm. probable à l'année. Or certes, c'est pas, ça ne change pas ta vie, mais en fait, il y a quand même, ça représente quand même une certaine somme. Euh, pour certains, c'est vrai que ça peut faire tourner la tête. Nico, est-ce que tu as tourné de la tête? Non, j'ai pas tourné de la tête. Mais il n'y a pas que la revente. Maintenant, il y a une pratique qui se fait beaucoup sur YouTube. C'est tu offres l'exemplaire presse Oui, contre un concours. c'est En vrai. échange que la personne ait regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, des exemplaires presse, j'en reçois pas et je n'en veux pas parce que inévitablement, ça amène quelque chose. Tu vois, par exemple, quelqu'un me disait, c'est Serpent Songe qui disait, ah bah c'est pratique parce que quand tu le reçois avant la sortie du jeu, ça te permet de sortir de la critique en même temps que la sortie du jeu. Donc, souvent, exemplaire presse appelle critique. Or, est-ce qu'il y a vraiment critique dans le monde du jeu de société? Ça, c'est toute une autre discussion qu'on pourrait avoir. Mais moi, c'est pas l'impression que j'ai. Et en plus, il y a toute cette espèce de polémique autour de l'exemplaire presse, de comportement de certains influenceurs, mais aussi de certains éditeurs, où justement, tu peux te retrouver avec plus d'exemplaires presse, parce qu'à un moment donné, tu as dit du mal d'un jeu, tu peux pas forcément dire ce que tu veux. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui reçoivent les protos et qui les critiquent pas vraiment parce que, soi-disant, le jeu est pas encore sortie, mais d'un autre côté, la vidéo, elle va se retrouver aussi sur la page Kickstarter ou tout ça. C'est, je sais pas, j'ai l'impression que ça te met toujours dans une position dans laquelle moi je serais pas confortable. Et à la limite, je préfère acheter mon jeu et en parler si je possède le jeu parce que j'ai plus cette attache quelque part à l'éditeur. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je n'en cherche pas non plus, quoi. Maintenant, je fais pas une critique à ceux qui en Mm. récupèrent ou ceux qui vont en chercher. C'est juste que pour moi, il y a quelque chose là, notamment par rapport à YouTube, qui est mal défini. Et tout à l'heure, tu nous disais, Anaïk, qu'il y a cette espèce aussi de côté quand tu annonces que c'est un exemplaire presse, il y a cette espèce de méfiance de la communauté. Mais, et c'est vrai, parce que tu as toujours le moment où tu as quelqu'un qui va dire, moi j'aime bien faire la blague de temps en temps, ok, tu as reçu combien justement pour dire du bien de tel ou tel jeu. Mais c'est vrai que dès que tu affiches que tu as un exemplaire presse, tu vas avoir ce ressentiment de, ah bah t'en dis du bien parce que tu as reçu la boîte. Mais ça aussi c'est possible parce que justement c'est la position de cet exemplaire presse, elle est pas clairement définie, elle Mm. n'est pas clairement posé et ça laisse des choses en suspens qui font qu'à un moment donné, voilà, la discussion, elle va finir par tourner en permanence autour des mêmes sujets. Et c'est un petit peu dommage je veux dire, de ne pas régulariser tout ça, parce que ça reste que c'est de l'exemplaire publicitaire, ça reste de l'annonce, faudrait le noter. Mm. Il y a quand même une législation là-dessus qu'on respecte pas tout le temps. Ouais. Tout à l'heure, tu disais, c'est un exemplaire presse, mais est-ce que la plupart du temps, ça ressemble pas à un cadeau? Voilà, c'est pour moi, cette pratique-là, elle soulève trop de questions, et tant qu'elle ne sera pas régulée, bah, je préfère m'en tenir loin. Je pense que Rachel, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je crois que tu as dit exactement ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, alors, l'exemplaire presse, c'est un peu une pièce un peu à pile ou face. C'est-à-dire que la plupart des producteurs de contenu, quels qu'ils soient, sont ravis. Alors, je sais bien qu'on en a 2 sur 4, même 3 sur 4, même moi, je pense que je suis pas spécialement pour. La plupart des créateurs de contenu sont ravis de recevoir des boîtes de presse, puisque on pourra y revenir plus tard dans le sujet. La plupart ne vivent pas de ça et sont contents d'avoir un petit peu moins d'argent à dépenser, donc sont ravis de recevoir des boîtes pour pouvoir ne pas tout acheter, pour pouvoir produire du contenu à un moment donné clé qui va avoir cette espèce de gratitude de je reçois des likes, je reçois des trucs supplémentaires parce que je suis dans l'air du temps.
Et ne vous leurrez pas, c'est un produit publicitaire. L'éditeur, le distributeur est content de vous l'envoyer à un instant T parce que il sait que vous allez communiquer dessus, quel que soit le contenu que vous fassiez. Et Moi, je vais revenir vas-y. sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que bon, on en avait parlé un peu en off, mais effectivement, nous, chez Proxy Jeux, on a une ligne éditoriale, enfin, là-dessus qui est très claire. Par principe, et pour éviter tous les sujets, on refuse tous les envois de jeux, à quelque titre que ce soit, etc. Il y en a parmi nous qui peuvent participer à d'autres médias, donc bien évidemment, dans le cadre de ces autres médias, on va pas leur interdire, si ça arrive, d'en recevoir. Simplement, ils s'engagent à ne jamais en parler de ces jeux-là, des jeux obtenus par ce biais-là, dans les émissions de Proxy Jeux. Voilà, donc ça permet de clarifier les choses. C'est une ligne qui est assez stricte, mais qui nous permet déjà de régler tous les problèmes et pas passer de temps à se poser des questions à chaque cas de figure. On est 17, donc aussi ça permet de régler la question de savoir qui garderait l'exemplaire, ne serait-ce que ça. Enfin, c'est un vrai sujet aussi qui peut se poser quand tu es à plusieurs. Mais aussi parce que nous, on a une ligne éditoriale qui est pas du tout, on veut pas couvrir les nouveautés. En fait, c'est clairement pas notre ligne éditoriale. Si vous regardez les émissions, on a une émission qui est vraiment, hormis les débriefs de festivals et ce genre de choses, on a une émission où on parle vraiment plutôt accès nouveautés, c'est les jeux du mois. Et le reste, enfin, je veux dire, on fait des émissions qui vont, tu vois, on peut parler de Can't Stop de Sid Saxon, comme on peut parler, faire un le pour le contre sur Citadel, c'est-à-dire pas des jeux récents. On a beaucoup de formats, voilà. Du coup, on n'a pas le fait de pas avoir les exemplaires presse aussi, ça nous permet de ne pas être dans la frénésie de couvrir les nouveautés. Et de participer aussi un peu parfois à ce que même tout le monde, on le dit, il y a beaucoup de jeux qui sortent, on peut pas tout absorber, on n'est pas professionnel, on a plein d'autres choses à faire par ailleurs. Et finalement, ça nous enlève aussi cette espèce de se sentir obligé de faire de la nouveauté, en fait, de courir les sorties. Voilà. Nous, franchement, nos envies, elles sont pas là. On aime bien reparler même de très vieux jeux. Ça fait parler d'autres choses, d'avoir des angles d'approche très différents, d'essayer de faire des émissions sur des nanars ludiques aussi, par exemple, enfin d'avoir une émission sur l'humour. D'autres choses, des chroniques, parler de musique, parler même d'autres œuvres culturelles qui sont en lien avec le jeu de société. Mais d'histoire, enfin voilà, moi on fait une chronique avec Hammer sur les thèmes, enfin sur l'histoire et les thèmes historiques des jeux. Donc si vous avez envie de tout savoir sur la Ligue hanséatique, on a fait une petite chronique dessus. Ah, Mais je en vais fait, l'écouter. voilà. Et du coup, c'est pour dire que ça nous permet aussi d'avoir eu cette position. Finalement, ça a enlevé tout un pan et de se sentir obligé d'être dans la course à la nouveauté. Et je comprends que si tu as envie vraiment de couvrir les sorties, ce qui est aussi super intéressant parce qu'on aime tous faire de la veille ludique, on a tous besoin. Bah, il y a un moment avec tout ce qui sort, sauf si t'es sauf si t'es Bill Gates, t'as pas forcément les moyens pour acheter tous les jeux. Puis, enfin, il faut pas travailler et même il faut plus dormir et pas avoir faut avoir que des joueurs autour de toi pour jouer et absorber les nouveautés et en parler, quoi. Oui, oui. Est-ce que justement là, le souci n'est pas tant finalement ce qu'on entend l'exemplaire presse, mais le fait que le jeu de société est un loisir, entre guillemets, hein, inabordable, c'est-à-dire si tu veux le pratiquer de manière exhaustive, euh, là où le cinéma, on disait, maintenant tu peux avoir accès, ou que les jeux vidéo, ils envoient des clés, c'est-à-dire que ça coûte zéro, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas tout ça, et tu peux avoir accès en fait de chez toi à ton jeu vidéo, à tout ça. Là, le jeu de société, ça a un coût. Ça a un coût cher, quoi, si tu veux jouer juste pour parler du jeu. Nous, on a la particularité, c'est qu'on joue aussi pour le plaisir. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui se confond là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, dans les gens qui regardent ou quoi, qui sont toujours... alors oui, le manque de transparence, ça, c'est l'erreur fatale, parce que c'est ce qui amène, c'est ce qui perd la confiance. Et ça, peu importe qui ne pratique pas la transparence, ça se répercute sur tous les autres de toute façon. C'est-à-dire que même si toi, tu fais un effort de transparence, qui est en fait la loi, hein, juste pour rappeler, de toute façon, ceux ou celles qui ne vont pas le faire, et qui tôt ou tard, ça se sait, parce qu'on est tous, comme on l'a dit, c'est un petit milieu, et ça aime bien discuter, ça aime bien dire que machin, truc, voilà. Ça aime bien on aime bien gratter les infos, mais les gens aiment bien aussi les faire circuler. Donc de toute façon, ça se sait. Et donc ouais, je pense qu'il y a un côté, comme ça coûte cher, tu as une impression que la personne qui reçoit une boîte, c'est un gros cadeau en fait. C'est pas son travail, alors que je pense que tu te poses pas la question quand un
un média parle de Ouais, cinéma. je pense aussi c'est aussi parce que c'est encore je pense que c'est aussi peut-être lié au fait que dans le milieu, tu vois bien qu'il y a même enfin, on en parlait, mais il y a des gens qui rémunèrent des travaux en boîte de jeu encore. Enfin, je vais pas parler, on va parler je peux le dire, hein, on parle de BGA, hein, enfin c'est connu, hein, ils le disent. Et aujourd'hui, c'est une filiale d'Asmodée, c'est plus une petite appli, enfin un petit truc communautaire entre potes. Donc c'est aussi parce que je pense que c'est aussi une pratique du milieu hein, qui est restée de l'époque où c'était très communautaire, très niche, et qu'on est encore dans et pour ça que les problèmes, enfin on n'a pas forcément encore réfléchi à ces évolutions en fait. Oui, ou en tout cas, personne n'a intérêt à y réfléchir. Parce que si on se place d'un point de vue pas côté média et pas côté spectateur, alors que ça devrait être ces deux-là qui devraient se poser le plus de questions, côté éditeur, ils ont que du bénéfique. C'est-à-dire que je t'envoie une boîte ou pas, si le jeu est bon, tu vas en parler. S'il est pas bon, tu vas pas en parler. Donc en fait, j'ai que à y gagner en fait. Et à pas te rémunérer, bah, je suis gagnant aussi puisque moi j'ai eu quand j'étais au passe-temps, par exemple, je peux te dire, je dirais pas quel éditeur, mais donc moi mon boulot consistait entre autres à aller chercher à vendre des formats et à exploiter mon amie Rachel, la dame de carreau. Et, j'ai déjà eu des éditeurs qui m'ont dit, bah non, là on va pas t'acheter de posts Instagram par exemple parce que je les ai gratos Ouais. ailleurs. Mm. Donc, Je pense que c'est le nœud du problème, c'est qu'on est dans une espèce de zone de non-droit actuellement où comme il n'y a pas de professionnalisation, ça Ouais. veut dire que il y a beaucoup de choses qui se font avec les amateurs. Je pense qu'en vérité, toutes ces histoires de boîtes presse, ça poserait pas de problème si les boîtes presse elles étaient envoyées juste à des pros et pas des amateurs. Tout à fait. Il y a autre chose sans doute qui pose souci, c'est peut-être notre positionnement aussi. Parce qu'il y a la question des influenceurs. Est-ce qu'on est influenceur dans le sens où est-ce qu'on cherche à communiquer et est-ce qu'il y a une dimension publicitaire dans ce qu'on fait et je pense qu'on n'a pas tous forcément le même positionnement. Pour moi, quand tu fais des vidéos règles, tu peux très bien le faire à des fins publicitaires, tu peux très bien être rémunéré pour ça. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Après, si tu te dis critique, là, c'est autre chose parce que tu es censé garder une certaine neutralité. Personnellement, c'est vrai que j'essaye de faire de la critique, même si on sait que la critique ludique, c'est compliqué, et à revendiquer le jeu comme un produit culturel. Et la communication avec les éditeurs, elle pose aussi souci dans le sens où moi, je ne veux pas forcément rentrer dans une optique de vendre mon audience, parce que ce n'est pas mon audience que je vends. En fait, c'est mon travail sur le jeu. Et c'est pas forcément le nombre de personnes qui vont lire parce que je cherche pas à vendre le jeu dont je vais parler, mais simplement à faire un retour sur celui-ci et à essayer de montrer en quoi c'est un produit culturel. Mais je pense que selon le positionnement qu'on a, bah, ça change beaucoup de choses, selon qu'on soit pro, selon qu'on soit amateur, selon qu'on cherche. Voilà, il y a plein de choses qui se font dans le monde du jeu qui relèvent de la publicité, de la mise en avant du produit et qui sont pas du tout problématiques. Par exemple, moi, je trouve tous les contenus artistiques, voilà, de mise en scène d'un jeu, il y a des choses qui sont très bien. Et bah, si tu es rémunéré pour ça, moi, je vois pas du tout le problème et en quoi ça remet en cause ton engagement. Et il y a la partie critique, où là, qui a du mal à se frayer un chemin et à être reconnu parce que tu n'arrives pas trop à la différencier de la dimension publicitaire que ça pourrait avoir. oui, c'est la différence entre l'information et la communication. Mm. Pour beaucoup, il y a un mélange des genres. Et là, je pense que des fois, il est même inconscient ou pas analysé. C'est-à-dire que pour certains, d'une vidéo à l'autre, ils vont être un coup communicants, ils vont communiquer quelque chose qui leur a été donné. Et parfois, ça va être juste de l'info. Mm. Je pense qu'il y a ça aussi. Du coup, ouais, on était donc sur la transparence là-dessus. Donc, on l'a dit, on pense que la bonne pratique, c'est de l'annoncer. C'est pas. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas déterminé si c'était bien ou mal. Au contraire, ça pose pas de souci. Du moment qu'il y a la transparence, en fait, je pense que c'est ça la condition sine qua non pour permettre aux personnes qui regardent, qui consultent le contenu, bah, d'avoir cette clé, en fait. Cette clé de compréhension qui peut permettre de prendre soit un peu de distance ou pas, de voir les choses de meilleure manière, en fait, je pense.
on a vu qu'il y avait un problème donc, de rémunération et que c'était peut-être le côté manque de professionnalisation du secteur, je ne sais pas si on peut le dire. En même temps, je ne sais pas s'il y a une volonté de tous à devenir professionnels. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup qui se font juste plaisir, avec en contrepartie, bah, pourquoi pas, tu gagnes en notoriété, tu as accès aux gens du secteur, et quand tu es passionné, c'est pas rien en fait, d'avoir un peu de reconnaissance, et en plus, tu as des boîtes. Et je pense que pour Mais beaucoup... Vas-y. c'est peut-être parce qu'il y a aussi un petit côté facilitant chez le. Alors tout à l'heure, on posait la question de est-ce qu'on est ou pas des influenceurs? C'est une question qui revient souvent. Je pense honnêtement qu'un influenceur, personnellement, c'est une job, c'est une façon de faire et c'est une façon de communiquer. Dès qu'on parle d'un jeu, même si on sait très bien que ça va jouer dans l'esprit des gens, si l'intention n'est pas d'en faire de la publicité et qu'on n'est pas en train de faire un boulot d'influenceur, je pense que légalement, on peut simplement dire qu'on ne l'est pas. Mais inévitablement, pour un éditeur, bah, soit je paye quelqu'un pour faire des photos, soit j'envoie une boîte à Rachel qui va faire des plus belles photos que ce que moi je pourrais faire, va mettre ça sur Instagram en plus, qui va faire un petit post avec de chouettes commentaires, soit je l'envoie à Je perds tout le temps, qui va peut-être mieux décrire le jeu que ce que moi je leur ai fait, peut-être même mieux le vendre. Là, il y a comme des gens qui sont à disposition pour faire une tâche, et notamment une tâche qui, dans toute autre entreprise, parce que c'est un métier, la communication, et dans des entreprises très professionnelles d'autres secteurs, on paye des gens pour faire cette communication, même la communication sur Internet, même sur les réseaux sociaux. Sauf que là, on a des gens qui sont à disposition, et tout ce qu'ils veulent, c'est une boîte de presse, un exemplaire de presse. Donc, quelque part, le coût est intéressant pour l'éditeur. Donc, pourquoi est-ce que j'irais me professionnaliser si quelque part je peux trouver quelqu'un pour le faire à ma place et qu'il le ferait mieux que ce que moi je ferais? Tu vois, ce que je veux dire par là, Ben, c'est à un moment donné, ça facilite la tâche aussi, et c'est peut-être un peu, c'est-à-dire qu'il faut peut-être réfléchir pas seulement que du côté de l'éditeur, mais du côté aussi de l'influenceur pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas professionnalisation ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas amélioration dans la professionnalisation du secteur. Ouais, moi, je pense qu'il y a un côté... comment dire? Si tu prends sur d'autres métiers du secteur, comment ça s'appelle? Les animateurs, par exemple, ça fait pas très longtemps qu'on les paye. Moi, j'ai Mm. connu la période où tu filais un coup de main en échange de l'aller et le retour au festival, et tu filais un coup de main en échange sur le stand. Je sais pas si ça se pratique encore, en tout cas, j'ai l'impression que ça se pratique beaucoup moins. Mais je parle de ça il y a 3-4 ans, où il y avait encore une majorité des animateurs qui n'étaient pas payés, alors hors grosse structure, hein. Je pense aussi, il y a quelques années, on remonte un peu plus, les illustrateurs, illustratrices, qui n'étaient pas non plus... enfin, voilà, leurs contrats, c'était pas les mêmes que maintenant, où il y a des droits d'auteur, etc. J'ai l'impression qu'il y a plein de métiers qui sont apparus, d'autres qui étaient... parce que l'éditeur faisait tout et se payait peu, contrairement à d'autres secteurs. Et donc, du coup, il y a... Ouais, Rachel, j'ai vu. Et il y a Ah plein non, de... mais pardon. Je vois. Non, je suis en décalé, c'est pour ça. Et donc, je pense qu'il y a des métiers qui sont pas encore rémunérés, alors qu'ils devraient le faire. Et je pense que ça va venir avec les médias ludiques. C'est juste que c'est pas encore une pratique acceptée. Et là, je parle de tous les côtés. C'est-à-dire, moi, souvent, je fais le reproche aux gens qui regardent, qui sont en fait les premiers. C'est eux qui ont la puissance de frappe, en fait. Puisque contrairement à ce qu'on dit là, Nico, toi, tu parlais des compétences qu'ont chacun d'entre nous ici, par exemple. On a des compétences, des capacités à faire des très bons posts ou à des très bonnes critiques écrites ou à des très bonnes émissions à aborder des sujets. Je pense aussi aux éditos de Ludovox ou à des tas de choses comme ça. Donc les compétences, elles y sont, mais c'est pas ça que les éditeurs achètent. En tout cas, c'est jamais ça. Ou alors, quand ils l'achètent, c'est on t'achète pour faire une vidéo règle, par exemple. Parce que là, tu achètes en fait comment on appelle ça, la règle, quoi, le mode d'emploi. Tu achètes un objet que tu pourras acheter à n'importe qui. Mais eux, ce qu'ils achètent, les éditeurs, c'est l'audience.
pour ça qu'on parle d'influenceurs. Mm. C'est parce qu'on le veuille ou non, on a une audience, qu'elle soit petite, grande. En tout cas, elle est très, comment dire, elle a de la valeur parce que le sujet sur lequel on va aborder, les gens qui nous regardent, ils sont en attente de ça. Donc, oui, vas-y. Ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis on achète l'audience. Et en fait, dans beaucoup de secteurs, ça existe et ça s'appelle de l'apport d'affaires ou de l'indication d'affaires. Et c'est quelque chose qui existe. Tu donnes ta base client d'une manière ou tu donnes un accès à ta clientèle et ça se monnaie sans que tu fasses quelque chose. Je pense que là, la difficulté, c'est que là, on est sur des domaines où il y a, on est presque gêné, on sent bien qu'on est gêné par ce thème d'influenceur il recouvre des choses, alors que dans les autres domaines, l'apport d'affaires, c'est quelque chose de tout à fait normal en business et ça pose aucun problème moral. Enfin, tu vois, donc il y a quand même quelque chose qui fait que le jeu, comme tout ce qui est du domaine du culturel, serait un peu dans une sorte aussi quelque chose d'un peu plus sacré où on ne peut pas monnayer les goûts des gens presque. Enfin, on a l'impression il y a un peu ça. Après, je pense aussi qu'avec le secteur du jeu de société, il se structure beaucoup. Il se restructure beaucoup actuellement. On voit bien les montées en puissance de grosses entités. Je pense que des Asmodée, des Hachette, eux, ils ont ils savent gérer en interne ce genre de métier. Et donc, de toute façon, on va avoir un mouvement quand même obligatoire de professionnalisation de ces secteurs, de gens qui vont être formés pour communiquer sur le jeu de société et pas communiquer sur une paire de chaussures ou des boîtes de caca. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec la communication qui est vraiment appropriée. Et c'est vrai que je pense que c'est plutôt les petits acteurs qui ont plus besoin aujourd'hui d'avoir cette espèce d'armée industrielle, enfin de réserve, tu vois, qu'on paye en boîte de jeu one shot quand on envoie enfin, c'est un peu l'essence du capitalisme, genre on va dériver politique là, mais de donner one shot une boîte de jeu pour avoir une tâche, parce que ils vont t'expliquer les mecs se payent pas forcément, ou les nanas se payent pas forcément eux-mêmes, donc ils vont pas embaucher quelqu'un pour le faire à plein temps sur l'année. Donc on est dans toutes les contradictions du système en fait. On a aujourd'hui des forces de frappe comme Asmodée Hachette, des petits éditeurs et énormément de sorties, donc il faut être visible. Ce que tu achètes, c'est aussi de la visibilité pour te démarquer, mais ne serait-ce qu'une semaine dans le flot de sorties, en espérant que sur la semaine où tu te seras... Et c'est pour ça que je pense que même si on t'envoie un jeu que tu n'aimes pas, c'est déjà problématique parce qu'en fait, ça a attiré ton attention sur quelque chose dont tu n'aurais peut-être jamais rien eu à faire si on ne te l'avait pas envoyé. Et mais quand on dit bad buzz, c'est quand même du buzz, c'est en fait ça, en fait. Même si tu n'aimes pas la chose, au final, le fait d'avoir attiré l'attention, ça suscite du discours et du propos sur quelque chose qui serait peut-être passé à la trappe, quoi. Donc, moi, je pense aussi que ça va évoluer, les métiers vont forcément évoluer. Avec des gros acteurs, tu seras obligé d'avoir quelque chose de plus professionnel, de plus structuré, de plus encadré, de mieux formé. Mais c'est aussi, c'est-à-dire aussi que tu as des petits éditeurs qui vont peut-être, qui seront mangés, quoi. Rachel. Vas-y. Alors en fait, là, à ce moment-là, je vais rebondir et je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que ce que je vais dire, je sais pas si je le pense, tu vois, j'ai pas des avis complètement tranchés. En fait, on vit dans une société en constante évolution, et il se passe quand même quelque chose. Alors, je suis pas du tout en train de faire ma boumeuse, où on va, avec Internet et tous les réseaux sociaux et tout plein de supports, vers du contenu plus facile. Et on préfère aller vers une multiplicité de contenus, aller voir ce qui se passe sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc., quitte à survoler plein de choses, qu'aller dans la profondeur. Et donc, pourtant, je suis team, il faut que le milieu se professionnalise, ça réduira le nombre de sorties, ça laissera plus de visibilité à ceux qui avaient mérité d'arriver dans les boutiques, et pourtant, je ne suis pas sûr qu'on tende vers ça. Je pense qu'on va tendre vers encore plus de choses, encore plus de brouillons, encore plus de choses très éphémères, parce que justement, c'est le modèle qui est en train de prendre notre société. La surconsommation, je scrolle et je passe à autre chose très très rapidement. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si, et ça me fait penser juste, je rajouterais, j'ai parlé des animateurs, des médias, il y a les traducteurs aussi, hein, qui sont, pour certains, on le sait, rémunérés en boîte, voire pas rémunérés du tout, on n'en reparlera pas de certains sujets, mais voilà, il y a des éditeurs qui sont professionnels de la chose, de ne pas payer les Non, c'est pas traducteurs. Google Translate qui t'a fait la traduction. Non, ça, la plupart du temps, c'est l'exploitation de passionnés, c'est-à-dire c'est des personnes, des joueurs qui ont pris le jeu en avance, avant qu'il soit traduit en français, qui ont fait eux-mêmes leur traduction,
qui l'ont partagé Ouais. à la communauté, Mm. et l'éditeur s'en saisit, et pour dire merci, quand il dit merci, c'est-à-dire que même parfois, on recitera pas des exemples, mais il y a même le nom de la personne qui est mal orthographié dans les remerciements, dans la règle. Donc c'est pour montrer non, mais l'intérêt, tu vois, que l'éditeur a porté, alors que c'est un boulot quand même, tu vois, ça demande des compétences et c'est titanesque. Mais je t'assure que tu peux trouver sur Kickstarter des versions françaises Google Oui, fait. Translate. Hein, Mm. oui. Ça- Mais tu vois, il y a aussi un truc dans ce côté, justement, on parle de professionnalisation. Il y a un truc qui facilite la chose au fait d'utiliser le terme d'influenceur. C'est que ça facilite le fait de ne pas reconnaître le travail de la personne en arrière. Si par exemple, j'aime pas la critique, oh mais c'est pas grave, c'est un influenceur, donc il a le droit à son avis. Et bon, c'est pas une vraie critique, c'est un boulot d'influenceur. Oh, il a soulevé telle problématique, mais c'est parce qu'il y connaît rien, c'est un influenceur. Vous savez, les influenceurs, ils parlent trop vite. Donc, c'est un terme, et c'est peut-être pour ça aussi qu'au bout d'un moment, les gens qui se retrouvent qualifiés de ce terme-là ne l'aiment pas, parce que c'est un terme qui est aussi utilisé souvent pour dénigrer le travail qui est fait en face. Mm. Je pense que pour moi, l'une des problématiques, c'est que l'influenceur est prêt à reconnaître le travail de l'éditeur, des auteurs, des dessinateurs, des gens qui ont fait les règles et tout, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les éditeurs sont prêts à reconnaître le travail des influenceurs. Et c'est là où je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Paul Gara, mais c'est là où je me dis peut-être que on n'aura pas forcément cette évolution tout de suite, où elle va être dure à avoir, parce que quand tu vois par exemple des gars comme Funforge, où on parle quand même pas d'un petit éditeur, on parle de quelqu'un qui est là depuis quelques années, qui s'en va sur Kickstarter, qui se prend une veste et qui dit que ah mais non, c'est pas à cause de notre communication ou de ce qu'on aurait pu dire, ou c'est parce que les gens ont mal compris l'intention qu'on avait en arrière. Euh, Mais Ça se c'est discute, c'est le tu vois. new, tu n'as pas aimé le jeu, mais parce qu'on t'as pas joué avec les bonnes règles, on t'a pas bien expliqué. C'est tout en fait de ta faute si tu n'as pas aimé le jeu. Il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Voilà, tu n'es pas la Euh, cible. du coup, est-ce que l'éditeur est vraiment capable de se remettre en Non. question au point à un moment donné d'évoluer? C'est là où est-ce qu'on considère la communication bon, et c'est fascinant parce que tu peux voir des éditeurs à la Cocktail Game qui ont quand même une communication qui est assez impressionnante, et t'en as d'autres où ça fait des années qu'ils se prennent veste sur veste, et ça commence même des fois à devenir problématique. Quand tu vois le nombre de sorties qu'il peut y avoir chez certains éditeurs, tu te dis mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir porter tous ces jeux? Bah, en fait, tu te rends compte qu'ils vont porter les titres les plus importants, et le reste de la job, ils vont refiler ça à des influenceurs pour que les influenceurs en parlent, c'est tout. Et encore. Oui, oui. Est-ce que, justement, comme on était dans la transparence, pour avancer, est-ce que justement, il n'y a pas aussi des limites à cette transparence? Ou c'est-à-dire, comment on peut déterminer la limite? Autant pour ce qui est exemplaire presse, puisque là, c'est simple, notre sujet, c'est le jeu de société, enfin, c'est l'objet jeu. Donc, quand je veux parler d'un jeu, bah, c'est normal que j'y joue. Par contre, si je veux parler du secteur, je sais pas, j'ai envie de parler des pratiques, par exemple, de comment on fait un jeu. Pourquoi pas de critiquer ces pratiques, de pourquoi je fais en Chine ou pas en Chine, est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien, hein, c'est pas un jugement, Mmh. c'est juste pour dire, il y a des sujets, ou les finances, tout simplement, on n'a pas de, pas, tu vois, d'infos sur combien de boîtes vendues, machin. Là où tous les autres secteurs, un film, tu sais exactement combien il y a eu de places et dans quel cinéma, tu le sais. Moi, j'aime bien La Dépêche, par exemple, à Toulouse. Ils diffusent chaque année le nombre de places par salle, par film. Enfin, tu sais tout dans le détail. Dans le jeu de société, c'est bon, on en a fait plein, nous. Ouais, tu fais, ouais, mais c'est plein, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc voilà, et tous ces sujets-là, pour pouvoir parler du secteur dans son ensemble, ça veut dire qu'il faut avoir des contacts, il faut avoir de l'information. Et ça, pour l'instant, c'est ce qu'on n'a pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est cette partie-là est la moins accessible, sauf à être du sérail, c'est-à-dire à être copain, ami, dans les festivals, etc. Et du coup, là, en termes de transparence, autant dire, bah, je vais parler de ce jeu, et c'est facile, j'ai reçu une boîte, ou je n'ai pas reçu de boîte, et là, tu as l'info. Mais l'info de, ah ben, lui, en fait, il a fait le jeu, mais c'est mon pote, on se voit très régulièrement, etc. Est-ce que là aussi, il y a un besoin de transparence? Pas du tout. Et jusqu'où ça va, en fait? Est-ce que
Euh, c'est important, pas important, et comment on détermine ça? Moi, par exemple, c'est pas un secret, je suis ami avec Alain Ballet, donc Blue Cocker, donc forcément, ou là, dernièrement, il y a Jules qui a sorti des jeux, Jules Messot, c'est un ami aussi. Et donc, dans ce cas-là, quand je parle de leur jeu, est-ce que je dois mentionner, alors moi je le fais, hein, je fais à chaque fois, je dis, bah, c'est des amis et tout, mais voilà, est-ce que ça doit être mentionné? Est-ce que ça fait partie de ce que vous mettez dans transparence? Bah, dans un monde idéal, oui, en vrai, parce que tu as quand même, il y a une forme de conflit d'intérêts en réalité, même si, ça peut paraître un peu, extrémiste de dire ça, mais déjà, je pense que rien que quand tu es avec quelqu'un, c'est toujours difficile de dire clairement, que quelque chose est vraiment mal, sauf si tu t'en fiches, enfin, tu as aucune conséquence. Déjà, humainement, avec n'importe qui, donc quand c'est des gens que tu connais, tu as un biais humain, évidemment, sur ton ressenti ou sur la façon, même si tu n'as pas aimé le jeu, la façon dont tu vas l'évoquer, ce sera jamais la même chose si tu connais bien l'auteur. Moi, je pense que c'est impossible de pas avoir une subjectivité dans tes propos qui est liée à ton ressenti. Donc, je dis pas qu'il faut l'étaler en disant oui, mais le fait de le mentionner en disant bah je le connais personnellement, donc voilà, ne serait-ce que ça donne au moins un éclairage et finalement c'est les gens qui écoutent qui vont faire le tri de savoir si c'est une information qui leur est utile en tout cas. Je pense qu'en fait c'est pas tellement à nous de juger si l'information elle est utile, c'est plutôt ceux qui écoutent qui vont juger si ça leur est utile. Pardon Rachel. Ah non, moi j'avais envie de dire, j'ai un gros biais cognitif, pas du tout si je connais les gens, mais si l'auteur est sexy, moi, le jeu, je l'aime déjà. Ah bah tu vois, ça c'est un ou s'il y a un chat, tu vois, par exemple. Je crois que on est Voilà, voilà. s'il y a des Moi, chats, j'ai ça me un a donne un biais. priori positif s'il y a un chat sur la couverture, je ne sais pas pourquoi, tu vois? Je préfère le dire. Oui, Si tu me permets, Paul vas-y. Guerra, je pense quand même qu'il y a des informations qui sont pas forcément utiles. Euh, Par exemple, on sait que quand les éditeurs font des partenariats avec d'autres éditeurs pour avoir la localisation d'un jeu, bah souvent l'éditeur d'en face va leur en caler d'autres, en leur disant oh, cela il Oui, faudra ça, je aussi les suis sortir. d'accord. Est-ce que cette information-là, elle est vraiment utile? Ça risque plus de desservir le jeu que tu sors, sachant que t'as pas le choix de le sortir. Alors, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que toute transparence devrait, dans un monde idéal, on devrait être complètement transparent. Mais c'est jusqu'à quelle utilité c'est de communiquer ça? C'est là où c'est pas toujours évident de pouvoir euh, jauger. En tant qu'influenceur, par contre, oui, être le plus transparent possible, c'est-à-dire communiquer. Moi, je pense très honnêtement que les gens se mettent une pression pour rien quand ils se disent, bah non, je vais pas dire que l'éditeur m'a transmis cette boîte ou que c'est un ami ou parce que au bout d'un moment, de toute façon, ça finit par se faire savoir. Il y a toujours un moment donné, t'entends sur les fonds de YouTube des questions du genre, est-ce que ce jeu serait pas mis de l'avant parce que cet auteur connaît un tel et un tel ou donc à un moment donné, ça finit par ressortir. Donc autant à un moment donné avouer et puis dire bon, écoutez, je vais vous parler du jeu d'un ami, c'est un ami, et peut-être que je suis pas la personne la plus impartiale dessus, ou cet éditeur, je l'aime bien, donc il m'a envoyé un proto, je vais vous le présenter. Je pense que en tant qu'influenceur, tu pars toujours Mmh. sur de meilleures bases avec cette franchise que en te disant, bah non, je vais pas le dire parce que je vais me pointer du doigt. De toute façon, faut partir du principe qu'il y aura toujours des gens pour nous pointer du doigt à un moment donné et dire qu'ils sont pas d'accord avec nous. Vas-y, Jérémy. Non, bah du coup, je sais plus ce que je veux dire. Non, je pensais au côté, en fait, ta crédibilité, elle va passer par une forme de transparence, je pense, mais elle va surtout passer par ton boulot sur la durée. Et je pense que c'est plutôt ça qui est important, c'est-à-dire que si tu es droit dans tes bottes tout en étant transparent, avec les limites que ça... C'est pour ça que je parlais de limites, parce que pour moi, du moment que tu parles d'amis, parfois tu peux être... tu peux être... On avait dit pas de trucs sexuels. Euh, Mince. tu vois, tu peux être aussi dans l'intime. C'est-à-dire que j'ai des amis, j'ai peut-être pas envie de partager, ou eux ont peut-être pas envie, tu vois, de partager notre amitié sur la place publique. Parce que ça nous appartient, en fait, finalement. Et c'est vrai que ça s'entrechoque, il y a une porosité dans ce secteur entre les liens d'amitié qu'on va tisser, ce qui est de l'humain, hein, c'est normal, hein, et notre métier, entre guillemets, ou notre travail, où moi j'aime bien, on parlait d'influenceurs, moi souvent on a entendu, bah, ça fait des années, youtubeur, c'est pas un métier, tout ça. Non, c'est pas un métier, c'est des métiers. C'est-à-dire que moi, tous les boulots qu'on m'a offerts
qu'on est venu me chercher, hein, ça fait des années que c'est pas moi qui fais les démarches de boulot, on vient me récupérer, c'est pour mes compétences. Et c'est des compétences que j'ai développées au sein de chaque média. Et c'est pareil pour chacun de vos médias, en fait, vous développez des tas de compétences qui sont complémentaires. Donc en fait, c'est du boulot, hein, c'est beaucoup même de boulot. Donc je pense qu'il y a un côté aussi, cette limite, elle va être compliquée à déterminer. Et je pense que ça passera par la crédibilité, le sérieux. On peut, il y a, je sais plus, Serpent nous disait, est-ce que ça serait pas aussi une question d'indépendance? Quelqu'un veut encore continuer sur la transparence ou on peut basculer Ouais. Du coup, il disait, est-ce que ça serait pas plutôt une question d'indépendance? Et je pense que c'est pas à la place d'eux. Je pense que l'indépendance, c'est une deuxième question qui se pose. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, tu vois, de ne pas être indépendant, puisque, bah, tu vois, Rachel était au passe-temps, on était au passe-temps, et donc on n'était pas indépendant, puisqu'on était accoudé à une boutique, donc avec une ligne éditoriale boutique. On peut penser à Trick Track, qui est accoudé à Asmodée. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas accoudé à Asmodée, j'ai envie de dire. Et puis, il y a d'autres médias, Proxy Jeux, où je perds tout le temps, ou Nico. Bon, maintenant, Rachel aussi. Il y a plus, là, vous êtes indépendant, puisque vous n'êtes pas... Moi, si Asmodée veut me racheter, je suis d'accord. Hein. Oui, j'avoue. Pareil. J'avoue aussi. Ça dépend combien. Ouais, voilà, on est d'accord là-dessus. Quand même. Moi, je suis pas cher. Est-ce qu'on est d'accord que tu parles pour les 17 autres personnes aussi ou... Du coup, est-ce que pour vous, l'indépendance, pareil, c'est quelque chose d'important ou pas du tout? Ou c'est anecdotique ou Vas-y, Rachel. Alors en fait, on en arrive, moi, ce sera ma conclusion sur le sujet, la transparence, l'indépendance, tout ça, tout ça. En fait, c'est le seul moment où peut-être j'accepterai le terme d'influenceur. Influenceur n'a de sens que de par sa communauté, quelle qu'elle soit. Et la communauté à laquelle l'influenceur se raccroche et avec lequel on a tissé des liens, c'est des liens. C'est des liens qui marchent dans les deux sens. Donc, la relation de confiance, tu l'as créée. Alors, je sais bien qu'il y a des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus chercher à faire ses preuves, à justifier à toutes les étapes, à tous les nouveaux formats, à tous ces différents éléments. Parce que vraiment, il y a des médias qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent pas. Sur YouTube, encore le meilleur média pour ça serait Twitch. De toujours faire un petit disclaimer à l'entrée de j'ai fait ça parce que, pourquoi, pour lui, en me faisant payer par ça. Là, tu as le temps. Il y a la plupart des médias. Je sais pas si Anaïk, elle commence un article en expliquant de qui elle a reçu la boîte, depuis combien de temps elle le joue. La plupart des lecteurs auraient arrêté la lecture. Donc, voilà. Il y a une relation de confiance qui s'est faite et j'espère qu'il n'est pas nécessaire de devoir la justifier à chaque fois. Oui, quelqu'un veut rebondir là-dessus? Il y a, sinon, Oui, vas-y. Oui, l'indépendance, si on parle d'indépendance financière, notamment, enfin, si tu veux, nous, par exemple, nous, on est une association Proxy Jeux, donc c'est l'association, en fait, hein, qui reçoit les dons, donc c'est Utip ou virement PayPal direct. Donc, n'hésitez pas si vous voulez donner. Je suis la trésorière, je sais de quoi je parle. En fait, ça nous permet de couvrir nos frais techniques, par exemple, nos déplacements aussi nos déplacements lorsqu'on fait des interviews. Aussi notre déplacement à Cannes en partie, ça permet au ASN, ça va permettre donc ça permet en fait que les membres de l'asso n'engagent pas leur fonds personnel, hormis pour les jeux, bien sûr. C'est sûr que dans un monde idéal, ce serait les auditeurs et auditrices quel que soit le support ou lecteur-lectrice qui donnent de l'argent. En fait, c'est ce qu'on préférerait tous comme système, en fait, parce que ils sont satisfaits du travail et tout. On sait très bien que même à un niveau autre que nous, avec nos statuts plus ou moins professionnels, plus ou moins amateurs, dans les autres secteurs, c'est aussi des problématiques qu'ils ont. Enfin, moi, je me souviens, il y a quelques années, quand Gamecult a voulu lancer sa formule d'abonnement, c'était aussi pour ne pas lui être, et eux, ils sont 100% professionnels, pour ne plus être, subir aussi, après, ce que tu peux avoir, la publicité même, le fait de vendre des espaces publicitaires et tout.
Donc c'est sûr que l'indépendance financière, c'est un vrai sujet quand tu as des dépenses en face. Donc je parle même pas des jeux, mais tu peux avoir des dépenses techniques, hein. Vous avez tous, vous avez tous besoin d'avoir, un peu de matos pour faire, ce que vous faites, quoi. Donc c'est sûr que quand tu es indépendant et que tu as une communauté qui te suit et qui te donne de l'argent, bah, c'est fantastique parce qu'au moins ça t'enlève ce souci-là, quoi. Mais, c'est mieux quand c'est, quand l'argent vient de ton auditoire. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a Serpent qui nous dit Gamecult est bientôt mort, malheureusement. Oui, j'allais rebondir là-dessus en Mmh. disant que les pauvres, ils se Ouais. sont fait racheter 2 fois et que la dernière, là, va les mettre au tapis. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent, hein, que c'est le pouvoir, il est pas du côté des éditeurs, mais c'est souvent vers eux qu'on va chercher de l'argent. Alors que pour Mmh. moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est aux gens qui consomment les médias. Si vous voulez des médias forts, indépendants et de qualité, faut lâcher la monnaie. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que moi, je suis abonné à Mediapart et à Arrêt sur Image. J'ai été abonné à Gamecult il y a une époque, à Canard PC. Et donc, oui, en fait, la qualité et tout, et l'indépendance, la transparence, tout ça, ça se paye, en fait. Et c'est plus là où le bas blesse, où on est dans une époque de consommation gratuite, Mmh. d'exigence, hein. J'ai déjà expliqué plusieurs fois la différence entre le Japon et la France, notamment au niveau des vidéos sur YouTube, qui est assez aberrante, où en France aujourd'hui, si tu n'as pas une qualité de lumière, de caméra, de son, bah, tu vas te faire au minimum clasher et au maximum on va te dégager. Là où dans d'autres pays, cette problématique n'existe pas, c'est-à-dire que les plus gros YouTubeurs se filment avec leur smartphone, sans micro, et ça ne pose pas de problème parce que c'est le contenu qui prime. Et on n'est plus dans ça. On est dans une époque d'exigence de la gratuité. Juste pour revenir sur l'indépendance, moi je pensais, dans ce que j'entends, c'est la capacité à résister aux différentes pressions qui vont s'exercer sur nous. Voilà, c'est ça l'indépendance, hein. C'est pour ça que je disais, on peut Tu peux être. répéter? C'est la J'étais cap. pas concentrée. Ah, pardon. C'est la capacité à résister aux différentes pressions qui vont s'exercer sur nous. Les pressions, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être, comme on l'a dit, financières. Tout simplement, nous, par exemple, on parle de jeux de société et ceux qui nous nourrissent sont souvent ceux qui produisent les produits sur lesquels on s'exprime, ce qui est déjà un gros problème en soi. C'est-à-dire que l'argent venant des éditeurs, on voit bien que déjà ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément un problème là-dessus. Les pressions, elles peuvent être multiples, comme je le disais. Il peut y avoir aussi, c'est simple, on a besoin d'infos, et si les infos ne viennent pas, c'est une forme de pression, de ne pas te communiquer de l'information sur les prochaines sorties, de pas te présenter en festival les jeux, puisqu'il y a forcément aussi, les pressions, elles s'expriment là-dessus. Ça peut être... Oui, vas-y Rachel. Juste, je veux raconter une pression que j'ai trouvée hallucinante, mais on fera pas de name dropping, je ne nommerai personne. En discutant avec un influenceur, influenceuse, et vous ne saurez pas qui, elle me montrait les mails qu'elle recevait des éditeurs, distributeurs, et j'ai halluciné. Il y a un éditeur, distributeur, vous ne saurez pas qui envoie, quand il envoie des boîtes de presse, le mail, il sonne super agressif. Vous allez recevoir la boîte entre tel jour et tel jour, et vous devrez écrire votre article entre tel jour et tel jour, en nous partageant dans ce fichier Excel. Oh là là, c'était incroyable et à voir, quoi. C'est surtout que ce genre de choses, au bout d'un moment, ça peut marcher si tu es employé éventuellement par la boîte ou Mmh. s'il y a un contrat réel. Là, en envoyant une lettre de jeu, en pratique, il y a pas de contrat, en tout cas formalisé. Le Tu peux mail pas. laisse sous-entendre que c'est obligatoire, quoi. Ouais, ouais. Mmh. D'ailleurs, il y a, s'il y a du texte, hein, s'il y a de l'écrit, ça vaut contrat, hein. Ce qui change d'ailleurs la définition de ce qu'on doit annoncer ou pas. On parlait tout à l'heure, si c'est un exemplaire presse, en théorie, je crois que la loi ne t'oblige pas à parler de l'exemplaire presse. À l'inverse, si c'est un cadeau, là par contre, tu es obligé de le présenter. De la même manière que si tu as des jeux, par exemple, en arrière-plan, c'est du placement de produit. Si tu es en contrat avec l'éditeur qui distribue ou Mmh. qui a fait le jeu, alors que si c'est pas le cas, par exemple, c'est considéré, c'est toujours de la pub, hein, déguisée, mais c'est autorisé, enfin je sais plus le terme exact légal, qui fait que on peut jouer là-dessus, quoi. Il y a quelqu'un qui parlait des NDA.
donc qui sont les Non-Disclosure Agreements, donc qui se pratiquent un petit peu dans le jeu de société, hein. Nous, au passe-temps, on y a été sensibilisés, confrontés. Moi, je connaissais, donc quand j'en ai discuté à Cannes avec certains éditeurs, je leur ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. Ça arrive surtout quand on travaille avec des éditeurs qui vont éditer un jeu avec une licence, parce que le propriétaire de la licence, il veut exactement qu'on parle de son jeu pas avant telle date, parce qu'ils ont signé des accords et qu'il ne faut pas qu'on sache que Disney il va sortir un jeu de société avant machin, des trucs. Donc ça se pratique. Mais dans le jeu vidéo, ça se pratique aussi beaucoup pour réguler, justement, parler de petits médias, de grands médias, en parlant pas forcément par la taille, mais par les moyens, notamment financiers ou humains qu'il y a derrière. Et ça se fait dans les jeux vidéo justement pour réguler ça. C'est-à-dire que tout le monde, tous les médias sans exception, vont pouvoir parler et mettre leurs tests visibles en même temps. Ce qui fait que tout le monde a exactement le même nombre de jours, semaines pour préparer leurs tests, etc. Il n'y a pas cette course comme il peut y avoir par exemple dans le jeu de société, où si tu es le premier à parler de la prochaine bombe ludique et que en plus ta vidéo elle sort au moment où ton texte ou quoi, il sort au moment où la campagne de communication de l'éditeur a démarré, bah tu as quand même un intérêt perso à le faire si tu es dans une recherche de clics ou de résultats, puisqu'on le rappelle, si tu fais partie de ceux qui vendent ton audience, eh ben, les chiffres, ça compte. Les statistiques, toi, c'est ce qui te permet de négocier et c'est ce qui vaut la valeur de ton travail. Comparé à d'autres, si tu vends par exemple une vidéo règle en 3D, je dis une bêtise, bah, la qualité de ton travail, c'est juste la prestation que tu fournis. Là où ton audience, elle n'est pas liée à la prestation que tu fournis. Tu peux très bien faire 2 photos dégueulasses sur Insta. Si tu fais 50 000 vues sur tes 2 photos dégueulasses, bah, tu as plus de valeur. Tes 2 photos dégueulasses ont plus de valeur que quelqu'un qui va, je sais pas, prendre des semaines de préparation parce qu'il faut telle lumière, tel matériel, etc. Mais qui fait 500 vues, quoi. Donc il y a ça aussi qui entre en compte, c'est que pour les éditeurs, même si dans leur discours, attention, ils disent l'inverse, beaucoup te disent « Oui, moi je veux de la critique, je veux des médias de qualité ». C'est pas vraiment ça, hein, on le sait bien, ce qu'ils veulent, c'est plutôt qu'on parle de leur jeu, et si possible, à la bonne cible et à la plus grosse audience possible. Ce qui amène à des aberrations. On ne parlera pas de l'affaire Thibaut InShape à 15 000 $, mais qui n'a fait vendre que 2 boîtes. Mais bon, bref. Mais voilà, donc il y a aussi ça qui entre en compte. Est-ce que vous avez encore un truc à dire ou est-ce qu'on voulait qu'on avance un peu? On peut avancer. Je réfléchissais, mais on peut avancer. Enfin, juste pour Vas-y. conclure là-dessus, c'est amusant parce que je sais pas si vous avez écouté l'interview de Marc Nunes dans la radio des jeux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît quand même bien le milieu du... Et lui, quand même, il a un discours où il t'explique que tout ce qui est la communication du jeu de société, c'est du bullshit, quoi. Lui, il t'explique que ce qui fait vendre les jeux, c'est le bouche à oreille, en gros, et c'est les joueurs entre eux. Et que tous des efforts de communication... Il a quand même un discours qui est très... à contre-courant de ce dont on a l'impression en tout cas, et dont tu vois, sur tout ce qui est la communication, les influenceurs, etc. dans le monde ludique, quoi. Donc voilà, parce que moi j'ai trouvé l'interview assez surprenante. Pareil. Et je pense pas qu'ils disent. Enfin, je peux pas croire que. Je pense que c'est quelqu'un dont quand même l'avis est. Tu vois, tu adhères ou pas à ses propos, mais son avis peut pas être comment dire, omis ou oublié ou pas tenu en pain. Voilà, je trouve ça assez intéressant que lui, il ait cette vision-là des choses. Oui, mais c'est marrant parce que cette interview qui est très marquante pour moi, où tu m'aurais entendu l'écouter, je m'énervais. Ah, mais faites-le taire! Enfin, philosophiquement, c'est l'antinome de ce que je peux être. Mais c'est marrant, oui, il n'a pas besoin de communication parce que la maison de distribution qu'il gère, elle a tellement de sorties de jeux, et pour reprendre son vocabulaire en pratiquant la stratégie du millefeuille, j'ai une collection et il y a 25 jeux dans cette collection, il n'a pas besoin de communication parce que les étals dans les magasins, il occupe des rangées complètes. Donc ces jeux n'ont pas besoin de communication. Et donc il croit probablement à juste Oui, je titre, pense vu son aussi. statut de géant, comme dans la pharmacie, etc., dans le médical, il a un statut tellement imposant et imposé qu'il n'en a pas besoin. Mais il s'en mordra les doigts peut-être un jour ou peut-être pas.
Oui, oui. Oui. Est-ce que Et tu vois, c'est étonnant parce que quand je l'ai entendu dire ça, pour moi, ça a autant de valeur que si Léo de Mythic Game avait sorti la même chose. Parce que ça soit Asmodée, que ça soit Mythic Game, on parle de gens qui ont quand même un contrôle de la communication qui est assez, je veux dire, qui est assez fric, hein. Mm. Si on veut avoir des informations sur Mythic, faut suivre le live de Mythic Game. Et quand tu regardes, par exemple, la plupart des grosses boîtes qui bossent pour Asmodée, comme Simone, si tu veux avoir des Ah oui, informations oui. sur Simone, faut que tu suives le live de Simone. Donc quand il arrive en te disant, ça se fait beaucoup pour le bouche à oreille, tu as envie de lui dire, ouais, mais alors pourquoi est-ce que les gens qui bossent pour toi en dessous dépensent autant dans la communication et l'influence à ce point-là? Et puis, après, il faut pas oublier que dans le secteur du jeu aussi, il y a toujours cette espèce de double chemin, c'est-à-dire que tu as le chemin des boutiques dites spécialisées. Ouais. Euh, on peut même parler de trois chemins, c'est-à-dire que tu as les boutiques qui font du jeu de société, toute la grande distribution, les boutiques spécialisées et le Kickstarter. Et tu remarques que selon l'endroit où va le jeu, l'investissement en termes de communication est Et pas pas le le même. même. Mm. Et souvent chez Asmodée, il y a des jeux où ils communiquent pas, puis d'un seul coup, tu te retrouves que le jeu a disparu des boutiques spécialisées. Mais en fait, tu te dis, il y a personne qui s'est posé de questions ou quoi, il n'y a pas eu de communication ou rien. Et t'as le gars qui dit, ça se fait par bouche à oreille. Oui, mais peut-être que si tu avais investi de la communication sur ton jeu, la finalité aurait été différente. C'est là où, dans son discours, mais je suis d'accord avec toi, l'entrevue est très intéressante, Ouais. mais quand il aborde ce point-là en termes de communication, moi, mon premier réflexe, ça a été, écoute, je voudrais te croire, mais j'y arrive pas. Je bloque à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé ça surprenant. Enfin, quand même, malgré tout, tu vois, Hmm. source de questionnement. Ouais, justement, tiens, ça fait penser à ce que Rachel, toi du coup qui a bossé dans une boutique et c'est pas la plus grosse boutique de France, hein, loin de là, mais elle est dans le top 10 ou top 20 des boutiques en France. Est-ce que toi, justement, le rapport avec les clients, tu as vu ça? Est-ce que il y a une influence, que ce soit alors, évidemment les vidéos du passe-temps, mais aussi, je sais pas, d'autres influenceurs ou quoi? Est-ce que les gens venaient vraiment par bouche à oreille ou parce qu'ils avaient vu des vidéos d'influenceurs? La plus grosse influence, c'était nous, mais c'est normal parce que il y a les gens regardent le passe-temps de la France entière, mais il y a quand même nos clients, on va dire, de la zone de chalandise du passe-temps qui le regardent et qui arrivaient super informés. Donc le premier prescripteur était, eux-mêmes. C'est dur pour moi, je vais parler des fois de jeux, des fois de eux, c'est encore tout frais. Le deuxième plus gros prescripteur, c'est, alors je dirais pas que c'est les copains, je le mettrais en troisième, avoir déjà joué le bouche à oreille. Le deuxième plus gros prescripteur pour moi, c'est les barrageux. Je pense qu'on sous-estime beaucoup l'influence des barrageux et peut-être que les éditeurs-distributeurs devraient travailler plus ça en amont. Donc, ça marche pas avec tous les jeux, mais il y a des jeux qui peuvent très bien avoir une propagation, un côté virus de j'y joue, je le veux, et parmi les 5 qui l'ont joué, il y en a forcément un de la bande d'amis qui va l'acheter. Donc pour moi, le deuxième plus gros prescripteur, c'est les barrageux. Ok, dans les Faudrait autres, donner dans les vas-y. boutiques un questionnaire. Vous avez entendu parler de ce jeu où? Juste pour Il pouvoir suffit retracer d'échanger le. avec les gens pour le savoir. Mais Ça, après, c'est vrai que parfois, tu vas dans ta boutique, tu demandes un jeu, tu racontes pas forcément voilà, ce qui t'a amené Mais, à le mais, voir. je fais mais parler ça, les gens, moi. mais ça va arriver souvent, par exemple, tu peux entendre parler d'un jeu sur un média social, puis aller en boutique pour avoir plus d'informations aussi. Oui. Et c'est là où, en fait, en termes de communication, c'est pas toujours évident de tout retracer. Et c'est vrai que comme tu as dit, Rachel, tu as entièrement raison, on minimise trop souvent l'impact de ceux qui font jouer, donc les Mm. barrageux, les boutiques. Festival. Des fois aussi, les boutiques peuvent te faire tester les jeux, les festivals et tout ça, ont peut-être même plus d'importance que les influenceurs. Bien que les influenceurs, je pense que seraient pas trop d'accord là-dessus, parce qu'ils aiment bien se penser mieux qu'ils sont. Mais ça, Bah, c'est une autre question. on fait vendre des jeux, on n'y peut rien. Euh, J'aimerais, avant peut-être d'aborder un peu peut-être les contenus, euh, j'aimerais aborder dans ce qui me semble être des pratiques et du coup qui peuvent, que nous on n'a pas forcément conscience, certains oui mais pas tous,
qui est quand on communique, soit dans nos vidéos, dans des textes ou quoi, mais aussi quand on fait la communication de notre travail, c'est-à-dire quand on va communiquer sur les réseaux de notre dernière vidéo, de notre dernier texte ou du dernier podcast. Peut-être Rachel, ça se fait moins parce qu'on on communique pas, j'imagine, sur d'autres réseaux pour dire hey, regardez mon dernier post Instagram. Mais c'est quelles sont les informations qu'on devrait mettre. Parce qu'il y a toujours ce côté, moi c'est un truc qui m'a toujours irrité et même si je comprends la démarche derrière, je ne la valide pas, qui est de regardez, je vais vous parler du dernier jeu à la mode, on a fait une vidéo dessus, le dernier jeu de Asmodée ou de BlackRock. Et tu fais, ouais, mais c'est juste le distributeur, ça n'a pas de sens de parler de eux et de pas taguer l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice, enfin, tu vois, au moins eux. Peut-être que l'éditeur, c'est peut-être moins important, et alors le distributeur, qu'est-ce qu'il fout là? Quel est et ça, je sais pas, est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous êtes questionné? Alors, je vois Rachel qui veut parler. Je vais juste dire un truc justement sur ton contenu. Ah. Sur, Mais tu le fais pour moi! voilà. Toi, tu fais quelque chose que j'aime bien, que je trouve bien. Je sais pas après sur tout le monde si tout le monde le fait, mais qui est tu fais un petit mot, quelques lignes sur les auteurs, autrices. Il y a un petit texte d'accompagnement. C'est pas juste ah, machin a fait le jeu, créé par, mais créé par truc qui a, et là on a 2-3 lignes avec un petit parcours. En tout cas, j'ai vu ça sur une des dernières publications. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que déjà vous le pratiquez? Enfin, c'est une discipline que vous êtes imposé, pas imposé, ou pas du tout? C'est un questionnement où vous dites, bah non, ça, c'est pas important en fait, j'ai envie de parler du jeu, et c'est plus ça qui m'importe que de dire qu'il l'a fait, etc., quoi. Bah, moi, pour nous, en fait, dans les contenus, dans les communications sur nos émissions, quand c'est une émission qui est dédiée effectivement à un jeu, typiquement un Sort ton grand jeu, ou bien un le pour le contre, clairement, on va mettre les informations, un peu la fiche signalétique type, c'est-à-dire, si possible, auteur, illustrateur, éditeur. Distributeur, je pense, plus rarement. On va le mettre sur les billets de nos émissions, donc sur notre site. Ça, c'est sûr qu'on trouvera l'info. On va essayer de mettre aussi où c'est fabriqué, etc. Mais à minima, dans les communications, oui. Ensuite, on fait pas forcément de description puisque le contenu, il va être... Rachel, toi, tu communiques par poste. Donc, de toute façon, c'est le contenu en lui-même et la communication. Nous, après, ce sera plus dans le détail de l'émission, ça, c'est sûr. Mais on va essayer de mettre le maximum d'informations. Oui, c'est important. Et je pense que même si les gens ne sont pas, on essaie de les taguer s'ils sont sur le réseau social en question, mais s'ils n'y sont pas, on met quand même, fera quand même figurer leur nom. Et à titre perso, même si moi je cite des jeux parce que je joue et je fais quelques photos de très mauvaise qualité, ça m'arrive, j'essaie quand j'arrive à avoir le temps, que je me fais pas engueuler par les gens avec qui je joue, de chercher les informations utiles, auteur, illustrateur, éditeur. Alors, moi, je vais prendre la parole du coup, juste parce que c'est une bonne pratique dont j'ignorais complètement l'importance avant de commencer au passe-temps. Et c'est devenu un truc systématique pour moi. Avant la première partie ou juste après, je fais voilà, un peu une recherche encyclopédique de qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est sexy, et tout plein de choses. Maintenant que j'ai le temps, je vais encore plus loin. Je suis reparti maintenant sur des podcasts anglophones voilà, aux États-Unis, ils font des podcasts qui durent 2 heures en parlant avec un illustrateur et en le faisant parler de tout et n'importe quoi et c'est incroyable. Et du coup, en fait, et là c'est l'humain qui vous parle. J'ai comme philosophie de vie de je vais faire quelque chose parce que j'aimerais que tout le monde se comporte comme ça. Je vais, j'allais dire montrer l'exemple, c'est comme ça que je fais professionnellement, c'est je vais travailler de la manière dont j'aimerais que tout le monde travaille. Et là, je vais prendre le temps, même si des fois les informations sont dures à obtenir, je vais prendre le temps d'aller les chercher. Comme ça va titiller les gens qui ne le font pas du tout en se disant, attends, c'est quand même intéressant et ça a peut-être une importance. Ah, peut-être que c'est nécessaire d'aller plus loin que juste la mécanique du jeu. Donc, Je suis bavarde. moi, je trouve que c'est assez important. Après, moi, par exemple, dans mes articles, je vais parfois juste mettre l'ensemble des acteurs en résumé de l'article pour qu'ils apparaissent tout de suite.
Mais après, je trouve que c'est bien quand, enfin, c'est quelque chose que j'aime faire. Quand je parle du jeu, bah, quand je vais parler de la mécanique, je ne vais pas parler de l'éditeur à ce moment-là. Je nomme l'auteur. Quand je Mm. vais parler du travail d'illustration, c'est le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice qui va revenir à ce moment-là. En revanche, pour tout ce qui est matériel, là, on va plutôt faire appel à l'éditeur. Donc, ça va dépendre, en fait, pour redonner à César qui est à César. Chacun a ses compétences. Il faut tout le monde pour faire un jeu. Donc, je trouve ça bien de les nommer. Après, on voit que tout le monde ne le fait pas. Est-ce que ça doit forcément devenir quelque chose de normatif? Voilà, des amateurs qui vont parler rapidement du dernier jeu auquel ils ont joué sur un post Insta où les caractères sont limités. Voilà, ça me choque pas forcément que la démarche aille pas forcément jusque-là, même si c'est quelque chose que j'apprécie. Et quand je fais mes articles, je vais faire des recherches aussi sur Mm. l'auteur, voir ce qu'il a fait d'autre. Et l'illustrateur, en plus, bah, c'est assez sympa parce que tu te rends compte que parfois, tu ne l'imaginais pas du tout sur tel ou tel autre jeu qu'il a fait. Et ça peut donner un nouvel éclairage. Après, est-ce que ça doit devenir forcément la norme? Pas pour autant. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les autrices et auteurs je sais pas si ils doivent encore se battre sur cet aspect-là, mais en tout cas, pendant longtemps, se sont battus pour apparaître sur, Les avoir leur boîtes de nom jeu. sur les boîtes de Mm. jeux. Et je me dis, autant ça me choque pas quand quelqu'un ne partage aucune info. C'est-à-dire, tu parles d'un jeu, tu as fait une photo en soirée. Je parle pas quand tu es dans un acte professionnel, ou en tout cas où tu as envie Mm. de fournir un contenu de qualité, mais quand tu es juste, bah voilà, tu fais une photo, tu as fait une soirée jeu entre amis, tu as fait ta photo, tu fais ah, j'ai joué à ça, ou c'était cool, ou c'était nul, et point barre, tu vois. Dans ce cas-là, ça me choque pas si tu mets rien. Moi, ce qui me pose toujours question, c'est quand tu ne mets que le distributeur, tu vois. Mm. Et pour moi, là, ça veut dire autre chose. Euh, Ça veut pas dire que tu es feignant et que tu pas fait le boulot. Ça veut dire que là, tu as fourni un boulot de communication Mm. pour quelqu'un en particulier, en l'occurrence, alors c'est peut-être un procès d'intention, mais pour celui ou celle qui t'envoie la boîte, tu vois, et là on revient au début Ouais. de la discussion. Il y a autre chose derrière, en fait. Et cette pratique-là, je la trouve par contre contestable. En tout cas, je pense que celle-là, il faudrait pouvoir la discuter, un peu comme l'ont fait les auteurs et autrices avec les éditeurs. Oui, vas-y. Après, je trouve que justement, il y a quand même du mieux qui est aussi accompagné par les éditeurs, dans le sens qu'on a quand même de plus en plus d'éditeurs qui laissent une place à l'auteur ou à l'illustrateur, que ce soit une petite présentation sur les boîtes, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que ça aide aussi que chacun remette en avant les différents acteurs de création d'un jeu. Il n'y a Ouais, pas que nous. ouais, c'est quand même c'est quand même discutable. C'est-à-dire que ça reste que du côté de l'influenceur, tu sais, c'est rare de voir un influenceur qui donne aucune info. La Mm. plupart du temps, il y a quand même l'éditeur qui est toujours cité. Et ce qui, moi, me fascine dans tout ça, c'est que souvent, les influenceurs je connais beaucoup d'influenceurs qui voudraient que le jeu soit reconnu comme un acte culturel. Mais comment est-ce que tu peux, justement, si tu considères que c'est un acte culturel, parler d'un jeu en ignorant l'intention de l'auteur en arrière, et surtout de comment est-ce que le jeu se place par rapport à toute sa création. Et c'est là où la discussion, à un moment donné, elle se pose, et qui fait que tout à l'heure, Jérémy, tu demandais s'il se battait encore. Dernièrement, c'est Théo Rivière qui a fait un post justement pour râler sur les influenceurs qui nommaient les éditeurs et qui n'étaient même pas capables de savoir qui était l'auteur derrière le jeu. Donc oui, il y a toujours quelque part ce combat, et pour moi, il y a quelque chose de légitime au moins à nommer l'auteur. Alors oui, il faudrait aussi nommer les artistes qui sont en arrière. Bon, par exemple, quand moi je fais mon JT, je passe tellement de jeux que si je dois m'arrêter à toutes les informations, à un moment donné, j'ai plus de temps. Alors déjà que je parle trop et que au lieu de faire une émission qui dure 15 minutes, ça dure 1 heure, à un moment donné, faut couper à certains endroits. Mais tu vois, la réflexion, moi je la pousse encore plus loin. C'est-à-dire que souvent, on va même créditer l'éditeur pour un travail de localisation. Par exemple, à Cannes,
C'est Yellow qui est venu chercher l'As d'or pour Détective, un jeu d'enquête moderne, alors que ce n'est qu'une localisation. Oui, ils ont fait un travail de traduction, mais concrètement, c'est un jeu Portal Game. Et on va voir souvent dans la communication que l'influenceur en fait, bah, il y a cet oubli qu'à la base, on est sur une localisation et qu'il y a un éditeur qui, à la base, avait pensé le jeu de telle ou telle façon Ouais. et qui a été oublié dans le cycle de communication. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi sur le fait les localisations. On oublie beaucoup de préciser que quand c'est une localisation, enfin, de façon générale, c'est assez passé sous silence et je pense même que la distinction entre la localisation et l'édition est pas toujours bien claire dans l'esprit. Moi, je sais que nous, on a pour nos billets sur notre site, on a des fiches types, hein, avec les informations qu'il faut renseigner. Et donc, par exemple, on met bien version d'origine et version localisée. Enfin, on essaye au maximum d'indiquer, surtout qu'aujourd'hui, avec la base de données BGG, tu trouves vraiment les informations assez facilement. Enfin, c'est pas des informations que tu dois aller chercher, inventer. Si tu l'as pas sur BGG, peut-être que tu la trouveras nulle part, mais enfin bon, en général, tu trouves. Mais je suis d'accord avec toi que sur les localisations, on met peut-être pas assez l'accent. Enfin, tu peux prendre Size aussi, tous les jeux à Stegmaier qui sont faits chez Matago, avec les fautes de traduction Matago en plus. Mais La voilà. petite touche Patago, c'est le petit défaut. Oui, c'est ça. Mais c'est leur travail d'édition en fait, c'est leur travail de développement sur le jeu. Je vais me faire encore des amis. Mais ouais, non, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet et que ça omet beaucoup aussi sur le fait le travail d'un éditeur, parce qu'on dit, t'as raison, auteur, illustrateur, et le travail de l'éditeur quand c'est du développement, et le travail de localisation qui est un autre travail, hein, qui est aussi, qui peut être aussi, qui a des contraintes particulières, parce que enfin voilà, il y a aussi d'autres contraintes dessus, mais qui est pas exactement le même travail d'accompagnement d'ailleurs. Mm, Et tout à fait. on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, qui est parfois même un travail pas payé. Ouais. Justement, puisqu'on est sur les, euh, les informations qu'on communique ou qu'on devrait communiquer, est-ce que pour vous, par exemple, l'exactitude des infos données, parce que ça arrive qu'on regarde des vidéos et quand on est un peu du secteur ou quoi, on entend des choses et parfois on a les yeux qui tombent parce qu'on sait que bah non, ça n'a rien à voir avec les pratiques ou quoi. Et des fois, c'est un peu lancé à la va-vite. Est-ce que pour vous, ça devrait faire partie des bonnes pratiques, en fait, de passer du temps à se renseigner, à faire un petit travail de recherche, malgré que parfois on a juste envie de parler du jeu, c'est-à-dire que c'est notre expérience et c'est ça qu'on a envie de partager, et pas forcément d'aller chercher que tel auteur ou telle autrice a déjà fait ça et que du coup son jeu s'inscrit dans un contexte. Enfin voilà, ça rajoute quand même un certain boulot préparatoire. Est-ce que pour vous, ça pourrait faire partie des bonnes pratiques? Bah, ça dépend de l'attention que tu as en arrière de ta communication. C'est-à-dire que si on veut faire de la critique, faut faire de la critique. Et pour faire de la critique, je veux dire, tu peux pas faire de la critique de cinéma sans parler du réalisateur du film ou sans en connaître un minimum sur son travail. Euh, alors que tu peux vouloir juste parler du film et dire que tu as apprécié ta séance et tout ça. Donc ça va vraiment dépendre de l'intention et de la raison pour laquelle tu veux ou pas parler d'un jeu. Euh, Parce que très honnêtement, si toi tout ce que tu veux c'est dire aux gens j'ai eu un bon temps sur tel ou tel produit, testez-le, ou non, je sais que tu n'aimes pas le mot testez-le, donc on va employer jouez-y et dites-moi ce que vous en pensez. L'intention n'est pas la même que, par exemple, le travail que fait Anaïk, qui est où tu as tout un article sur le fonctionnement du jeu, le pourquoi du jeu, et une critique à la fin. Donc ça va vraiment, pour moi, ça dépend de ton intention en arrière, et si ton intention est juste de dire, bah voilà, je me suis éclaté, donc je voulais vous faire une photo sur Instagram, bah c'est pas criminel non plus, quoi. C'est juste que ça a été ton intention. Ça dépend de ton positionnement. Voilà. Est-ce que tu t'adresses à une communauté? Est-ce que voilà, tu te considères comme influenceur ou autre? Ou après, voilà, il y a plein de gens qui font des posts sur les groupes Facebook de retour sur un jeu et on n'attend pas forcément la même rigueur que de gens qui vraiment se positionnent comme voulant t'adresser directement un retour précis et éclairé. Et dans ce cas-là, je pense que la question ne se pose pas. Évidemment, à partir du moment où tu te positionnes comme quelqu'un qui veut faire de la critique, oui, il faut qu'il y ait le travail de recherche qui va avec. Mais tout le monde n'a pas forcément
cette ambition-là aussi. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire que c'est, vraiment indispensable parce que même quand tu as préparé en amont, alors j'entends ce que vous dites, hein, effectivement, tout le monde n'a pas avoir vocation, on peut être juste sur un ressenti très immédiat où il y a pas forcément de plus d'analyse, que ça. Parce que même quand tu exprimes ton ressenti, tu peux aller chercher dans l'analyse et tu as aimé parce que ça t'a rappelé tel jeu, parce que ça t'a enfin, voilà, tu peux dire: «C'est des sensations que j'ai déjà ressenties dans tel jeu», c'est, voilà, «J'aime tel auteur, ça confirme» et cetera. Mais je trouve que même quand tu as préparé, parce que nous, on prépare quand même beaucoup nos émissions en amont, même en préparant, il y a des choses que tu oublies, il y a des conneries que tu peux te Ouais. planter. Donc si tu prépares pas, c'est un peu casse-gueule et c'est vrai que je trouve que c'est quand même c'est un peu mieux de préparer et après il y a un petit truc à titre perso, moi, que qui me désespère, c'est, Ah, ça a coupé. Ah, Ah oui. les prononciations de noms étrangers, parce que quand tu sais que tu vas dire les noms, essaye juste de les dire un peu avant pour t'entraîner ou d'écouter comment ça on peut savoir comment se prononcent des mots. C'est franchement, parfois, moi, je trouve ça un peu limite, quoi, tu vois? En France, on est assez j'ai l'impression qu'on fait facilement de pas bien prononcer les noms étrangers. Parfois, c'est un peu moche, quoi. Je trouve que c'est aussi une forme de, montrer que enfin, je sais pas, tu as préparé un peu, tu t'es renseigné sur comment ça se prononce et les noms des auteurs, les noms des illustrateurs. Après, bon, je veux bien que 20 noms en polonais, c'est un peu hardcore pour nous. Hein, il y a beaucoup de consonnes, c'est pas évident, mais je trouve que ça fait aussi partie ouais, des bonnes pratiques qu'on peut avoir. Préparer un minimum, au moins les infos de base, les infos, vraiment les choses factuelles. Si on n'a pas la mémoire compenser tout, qui peut compenser en fait le fait de pas trop préparer. est-ce que quand on regarde un peu le paysage ludique, médiatique ludique, ce qu'on remarque, donc on voit qu'il y a une pluralité ou une diversité, je ne sais pas quel est le bon terme, des formats, en tout cas des médias plutôt. Là, on a dit, bon, il n'y a pas Twitch, mais il n'y a pas TikTok, mais voilà, enfin, chacun d'entre vous, déjà, vous fournissez du contenu différent, aussi bien dans le fond que dans la forme. Euh, Par contre, on n'a pas de pluralité sur le secteur ludique, c'est-à-dire que on ne voit quand même que les mêmes jeux, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes jeux qui sont discutés euh, par tout le monde, hein, après, comme j'ai dit, de manière différente, mais typiquement, là, j'ai par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, alors, j'ai parlé en live d'un jeu qui devrait sortir prochainement, qui est le guide du vin. Et je disais, ben voilà, l'autrice que j'avais pas percutée, qui avait fait d'autres jeux par le passé, qui a fait aussi, alors, je sais plus si j'ai la boîte pas loin, euh, voilà, qui est là. Euh, hop. Donc Anne Docquois, donc qui a fait ce jeu Héroïne, etc. Et ça, c'est par exemple des jeux qui sont tout un circuit, en fait, tout ce qui n'est pas en boutique SP, tout ce qui n'est pas Kickstarter est invisibilisé. Et je prends ça, mais on parlait tout à l'heure des finances, on peut parler aussi des pratiques commerciales, enfin, je sais pas, quand on regarde, moi j'adore le cinéma, etc. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir Nope, qui est sûrement un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis en passant. Dans tous les autres secteurs, quand on se passionne et qu'on va regarder sur YouTube, dans les magazines, dans les sites internet ou quoi, euh, on a quand même une pluralité ou une diversité des sujets qui fait que peu importe ton degré de passion pour ce secteur, tu vas avoir accès à toi tout ce qui peut te plaire. Et tu n'auras pas, toi, le cinéma n'est pas limité qu'au cinéma, qu'au film, là où, et qu'aux films qui sortent en salle. Là où, moi j'adore une chaîne par exemple qui s'appelle Cult & Click, où ils vont parler de box-office, ils vont parler d'autres choses. Ils vont parler de, je sais pas, des acteurs, des contrats, de pourquoi un film il sort en salle ou il sort en VOD et pas ça. Et dans le jeu de société, malgré tu vois les différences que tout le monde a et les passions, parce qu'on est quand même dans des médias passions à 99,9%, on a quand même finalement un secteur qui est auto-centré vers ceux qui imposent un peu les choses, qui sont les éditeurs au final. Puisqu'on l'a dit, la plupart du temps, on parle que des jeux qu'on a appréciés. En tout cas, on a très peu de gens qui vont parler d'autres choses. On a peu ou pas de critiques, dans le vrai sens critique. On a des avis, plus ou moins construits, on peut discuter, mais on n'a pas de réelle critique, comme on peut avoir dans d'autres secteurs.
Et on a tout un pan de la création ludique qui, moi, je retrouve beaucoup. Je sais que ça existe parce que je lis beaucoup la PQR, parce que je suis abonné sur Google. Donc, je vois les articles qui passent et je fais, ah putain, eux, ils ont créé tel jeu, alors tel truc. Alors oui, très souvent, c'est pas des jeux avec un intérêt ludique comme nous on l'entend, mais ce sont des jeux qui ont des propositions, qui ont une démarche d'auteur. Et tout ça, c'est invisibilisé. Est-ce que ça pourrait pas être une bonne pratique, par exemple, de sortir du diktat du circuit boutique et de l'éditeur, ou de la distribution, et d'aller voir un peu plus large, ou pas du tout, ou c'est que moi, et dans ce cas-là, je mourrais tout seul dans mon coin. Allez-y, tout le monde a levé la main un moment, je crois. En fait, vas-y. Non, vas-y, Rachel. En fait, moi, j'avais envie de dire là, on est un peu tous les 5 sur un entre-soi. C'est-à-dire que même si je ne pense pas être pertinente dans ce groupe-là, mais voilà, c'est mon éternel imposteur, je pense qu'on est un peu sur un entre-soi et qu'on oublie que le format moderne de création de contenu, d'influence, etc., c'est parfois des choses plus légères et que je peux comprendre les gens qui aient ce besoin-là de je scrolle et je vois quelqu'un qui, même si elle ne va pas justifier tout l'historique d'un jeu, toute la mécanique d'un jeu, tout son ressenti sur un jeu, je peux suivre avec grand plaisir quelqu'un qui va produire du contenu pour me dire oh elle a joué à ça, à ça, à ça, à ça, et ça reste quelque chose dans l'air du temps. En fait, il nous manque ça là dans notre représentativité. C'est juste ça que j'avais envie de dire. Parce que j'ai oublié la question initiale. Est-ce que je fais une aparté, il y a Robin, salut Robin, qui parle de cartes sauvages. Effectivement, je voulais en parler, je l'avais mis de côté. Juste le montrer parce que donc c'est un compte Instagram. Donc c'est Mathilde, je crois. C'est Germain qui s'occupe de ça. Il y a peut-être une troisième personne, mais je ne sais plus. Et surtout, leur particularité, je trouvais, c'est que quand ils font des photos, ils font pas de photos en tant que photos, mais ils mettent la cover du jeu et ils écrivent par-dessus le nom des auteurs et illustrateurs. Je trouve cette démarche très singulière parce que je crois, à ma connaissance, après je suis pas un spécialiste d'Instagram, je crois qu'il y a très peu de comptes Instagram qui fait ça. Tu vas trouver les infos dans la description, mais jamais sur le... Et je pourrais dire même qu'on le retrouve même d'ailleurs, même pas sur YouTube, hein. Je crois pas qu'on fasse ça. On met à la limite la cover de la boîte, mais jamais on va écrire, tu vois, les vraies infos du truc, quoi. Et ça se fait de plus en plus, justement pour combler le manque de caractère. Des fois, tu as même les revues écrites qui sont dans les photos finales. Ok. Voilà, c'était... Ouais, donc si on reboucle sur ta question, en fait, Ouais. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, enfin, là, je parle vraiment pour Proxy Jeux. Nous, notre démarche, elle n'est pas du tout de faire notre ligne éditoriale, elle n'est pas du tout de courir les nouveautés. C'est vraiment de parler du jeu dans toutes ses facettes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de très vieux jeux, je l'ai dit, de jeux qui sont des nanars et dont personne n'a jamais entendu parler. Et heureusement, personne n'y jouera jamais, parce que c'est des jeux très mauvais. Mais aussi, quand on faisait des interviews, c'est vrai qu'avec le confinement, on n'en fait plus. On a essayé de ne plus, de limiter les interviews d'éditeurs, auteurs très, très entendus un peu partout. Et on a essayé, tu vois, par exemple, on a interviewé les gens qui font le master de sciences du jeu à je dis Villetaneuse, c'est Paris Nord, je sais plus le nom exact de l'université. On a aussi fait une interview pour le fonds patrimonial du jeu de société qui a été rapatrié là-bas. Essayer de trouver on a interviewé Ludofact, qui est une entreprise, une usine de fabrication. Donc là, avec des aspects plus économiques, justement. Essayer de varier, les points de vue, d'apporter de la diversité, d'aborder le jeu autrement pour lui donner justement, pour le sortir un peu de cette course aux biens de consommation et essayer d'être plus effectivement dans une démarche culturelle. Mais ça nous est aussi plus facile parce qu'à 17, on a nos diversités, nos centres d'intérêt. C'est quelque chose qu'on peut apporter tous avec nos connaissances. C'est plus facile à couvrir sous cet angle-là. Donc, je pense, et on a aussi fait des dossiers, on fait pas mal de dossiers spéciaux. On a essayé de parler des prix ludiques, des problématiques, de fait d'attribuer des prix, ou encore de comment bien démarrer dans le jeu. Enfin, c'est des sujets on essaie de faire des sujets assez variés pour vraiment s'extraire de ça et de pas parler de
finalement de ce qu'on entend de. Alors, nous aussi, en tant que joueurs et joueuses, on est pris par les hypes, hein, comme tout le monde. Donc, on va. Mais on essaie de s'en extraire dans les émissions et d'arriver à proposer autre chose. Mais je reconnais que c'est pas évident parce qu'on est dans une course aussi, hein, même en tant que, sans être pas le statut de producteur de contenu ou de productrice de contenu, mais en tant que joueur et joueuse, moi, je suis la première à être très vite prise par la hype et aller acheter des nouveautés dont j'ai absolument pas besoin parce que j'ai plein d'autres jeux sous cello chez moi. Et ça, c'est la tendance, en fait, je pense que c'est une tendance qu'on a vite, hein. Enfin, on a tous un peu et on doit réfréner. Donc, après, parler de jeux qui sont plus obscurs, c'est pas évident, en fait. L'accès, il est pas si évident que ça, je trouve. On a vite quand même, à moins de faire les festivals et peut-être aussi voir des game jams, comment ça se passe. Ça, c'est des sujets qui vont être aussi intéressants à couvrir. Ouais, moi Mais je. ça demande du temps aussi. Ouais. Oui, Il y a beaucoup ça qui joue, c'est que comme quasiment tout le monde le fait par passion sur son temps Oui. perso en ayant un travail à côté, on se dirige plus facilement vers ce qui nous tente. Et alors que oui, on pourrait sans doute aller explorer ailleurs, mais les heures ne sont pas extensibles. Je pense que c'est lié à ça aussi. Tout à fait, tout à fait. oui, on en revient toujours à cette problématique. Vas-y, Nico. Ouais, alors la passion de certains influenceurs, je pense qu'elle pourrait être discutée, mais je dirais pas de nom, hein. On va pas faire de drama ici. Mais on oublie aussi de parler de l'audience à laquelle on s'adresse. C'est quelqu'un qui disait sur ton chat, qui parlait justement du rapport de l'audience par rapport à TikTok et tout ça. Et Moi, effectivement, ah oui, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était très drôle tout à l'heure, Rachel, tu disais que tu étais la moins pertinente de nous. Moi, je considère que tu es la plus pertinente justement pour parler à cette audience-là. Parce que moi, c'est une audience que je suis pas capable de rejoindre avec des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Il faut aussi voir que, en plus de l'audience, il y a des codes. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord avec Paul Gara sur moi aussi, je n'aime pas je n'aime pas courir après la nouveauté. Pourtant, j'ai un format qui marche sur la scène, qui est le JT, qui ne parle que de nouveautés, quasiment que de soit ce qui est arrivé, soit ce qui va arriver. Parce que j'aime l'information, j'aime parler d'information, j'aime partager l'information. Euh, mais inévitablement, c'est aussi souvent ça qui fait le plus fonctionner les vidéos YouTube. C'est justement ce rapport à la nouveauté. Tel jeu va arriver, Ark Nova va sortir, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, mon influenceur préféré, qu'est-ce qu'il en dit. Et il y a aussi toute cette recherche-là, où on finit par courir après les sorties. Il faut avoir la boîte avant les autres pour pouvoir en parler. Je pense que c'est encore amplifié, peut-être, mais corrige-moi si je me trompe, Rachel, mais avec Instagram ou avec TikTok, j'ai l'impression que ce rapport-là à la nouveauté, il est encore plus amplifié, où il faut avoir posté ta photo avant les autres. Et c'est là où, même si, tu vois, moi, j'aime provoquer la réaction chez les gens. Par exemple, on a fait une vidéo avec Jérémy, on a parlé de dépression. On a fait une vidéo avec Monsieur Guillaume, où on a parlé de handicap. Dernièrement, on a parlé du décalage dans le temps de Puerto Rico. J'aime pouvoir utiliser le jeu de société pour parler de choses qui sont à côté. Mais est-ce que c'est ce que recherchent les gens? Je suis pas sûr, parce que c'est pas les vidéos qui font le plus de vues non plus, quoi. Mais vas-y, Rachel. en fait, je défends beaucoup la société moderne, je me fais beaucoup l'avocat du diable, même si je ne suis pas représentatif de ça. C'est-à-dire que vous avez la vieille de 29 ans hors taxe qui vous parle et qui, tous les soirs à table, a toujours une discussion avec ses enfants de vas-y, j'ai besoin de comprendre comment marche le monde d'aujourd'hui et raconte-moi, et je suis pas dans le jugement et je t'écoute. Et c'est, même si je ne produis pas du TikTok, il faudrait qu'il y ait du TikTok dans le jeu de société pertinent. Et j'ai plein de chouettes idées, je cherche juste à qui les transmettre. Et on est... ouais, il y a cette course à la nouveauté parce que il y a un rapport entre les influenceurs, entre guillemets, et leurs abonnés, viewers, etc., qui est ce qu'il est, qui est l'air du temps, que les gens recherchent un petit peu dans tous les sens. Et bon Dieu, faites ce qui vous fait plaisir.
Ne jugez pas ce qui est fait à droite, à gauche. Et c'est pour ça que je réadopte ma philosophie de vie. Si vous voulez qu'il y ait plus de contenu comme vous le proposez, Oui. restez sur votre niveau de perfection et peut-être que le niveau... j'ai jugé, peut-être, j'allais dire que le niveau suivra. Non, il y a plusieurs types de contenu. Faites celui qui vous fait plaisir et vous influencerez des gens qui produiront des Mm. choses aussi qualitatives que vous. Oui, alors j'ai précisé en début de vidéo, enfin en début de live, que je vous avais choisi pour vos médiums respectifs, mais aussi parce que vous avez une philosophie de travail et ce qui pour moi était important, vous aviez des visions et ce que vous produisez n'est pas, j'ai envie de dire, mainstream, dans le sens où c'est ce que, si là je tape sur YouTube jeux de société, je vais me retrouver avec 50 ou 70 chaînes avec des vidéos qui ont fait pas beaucoup de vues, mais qui sont toutes identiques, quasiment, hein. C'est-à-dire qu'ils font soit de la règle expliquée de la même manière, ils expliquent les mêmes jeux, ou ils vont parler des mêmes jeux qui sont tous les mêmes, sans avoir aucune plus-value. Vous avez tous et toutes une plus-value, ou plusieurs, hein, dans ce que vous proposez, et c'est ce qui m'a intéressé. Mais effectivement, est-ce que c'est parce qu'on est passé aussi, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que je ne dois pas être trop dans l'erreur. Je pense que l'ère des passionnés est passée. Et ils sont toujours là, hein, ils existent encore, mais ils sont une petite poignée. Très certainement que c'est toujours les mêmes que depuis l'époque. J'ai l'impression qu'on est plus passé dans l'ère de la, enfin, je sais pas, du commerce, quoi, de la consommation. Ce que les gens, ils consomment des contenus, ils sont consommateurs de jeux, ils ne sont plus joueurs, pour la plupart, hein. On ne compte plus les fameuses piles de jeux sous cellophane qui s'additionnent, etc. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que le contenu d'actu est toujours le plus performant quand on regarde sur les différents médias? Ça reste quand même un contenu assez suivi et performant. Est-ce que c'est parce que justement, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de propositions, même si vous, comme vous le dites, vous le faites, vous proposez des choses différentes, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans l'ère de la consommation de masse et que c'est ça qui va gagner de toute façon, et donc nos contenus plus pointus, plus pertinents, je ne sais pas, sont voués à disparaître dans l'anonymat Internet ou pas? Si tu me permets juste, je voulais rebondir juste sur ce que disait Rachel et après je reviens sur ta Vas-y. question. Non, mais parce qu'il y a un truc qui est très juste dans ce qu'elle a dit. C'est à un moment donné, si on veut, tu vois, dans ta question, tu disais pourquoi est-ce qu'on parle pas plus des petits jeux obscurs, tout ça. Mais si à un moment donné, on veut en parler, c'est à nous de le faire. Moi, je vois par exemple, là à côté de moi, j'ai Farming Furious qui est sorti en même temps. J'ai oublié le nom du jeu, mais ils avaient sorti en même temps celui en Égypte Happy qui reprend Families. Happy Families. Et tout le monde a parlé de Happy Families. Et moi, je trouvais ça dommage que bah, on n'ait pas plus parlé de Farming Furious. Bah, du coup, je l'ai fait dans un JT. J'ai calé et j'en ai parlé. J'ai pris le temps de l'expliquer un petit peu. Parce que je me suis dit, bah, personne n'en parlera aussi bien que ce que moi je vais faire. Et ça va me satisfaire, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Donc oui, à un moment donné, si on veut que les petits jeux obscurs soient mis de l'avant, bah, faudrait commencer à nous les mettre de l'avant. Maintenant, par rapport à ce que toi tu dis, c'est est-ce qu'on est dans l'ère de la consommation? Ben, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, ça dépend de la motivation qui est en arrière. Si tu veux être dans le buzz, tu veux faire progresser ta chaîne vite, ben, à un moment donné, tu n'as pas le choix que de devoir assimiler ce qui fonctionne sur le média sur lequel tu es. Faire les bonnes vignettes sur YouTube avec les bons titres. D'ailleurs, on s'en parlait, toi et moi, avant le lancement de, de l'émission. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout compris. Et effectivement, tu as raison quand tu dis que mes vignettes sont pas les plus pertinentes. J'ai aussi des problèmes de titres. Après, j'ai un format qui est un peu long. Je sais, et écoute, j'en ai plein qui me disent, hein, des amis youtubeurs, que je devrais faire un format plus court et que ça fonctionnerait mieux. Mais comme on disait tout à l'heure, tous les 5, à un moment donné, c'est quand même important de faire ce qu'on a envie. Et moi, j'ai pas envie forcément de faire un format. En fait, honnêtement, je ne pense pas que ça soit une question de consommation. Je pense que c'est une question de motivation. Et à un moment donné, je pense que la motivation de faire le format que tu as envie de faire, bah, c'est pas celle qui va peut-être le mieux fonctionner.
Mais en tout cas, moi j'en suis content, j'en suis satisfait parce que bah, au final, je me rends compte que j'ai pas forcément les mêmes problèmes que ceux qui ont des grosses chaînes avec beaucoup qui doivent fournir de la vidéo parce qu'à un moment donné, il y a des contraintes aussi avec Mm. à vouloir faire fonctionner ta chaîne. Il va falloir que tu rentres dans ces contraintes-là. Bah, moi, j'y suis pas dedans, donc je suis très content. Et la preuve, j'ai pris 2 mois de vacances là, tranquillement, et ma chaîne est toujours là, hein, toujours présente, donc ça va. Moi, je pense que l'effet aussi vient du fait qu'il y a la fameuse démocratisation du jeu. Il y a de plus en plus de monde qui joue. Le jeu est un peu sorti quand même de sa niche. Donc, beaucoup plus de joueurs avec des gens qui rentrent dans le milieu du jeu et qui sont pas des joueurs qui étaient là à la sortie de Puerto Rico. Et tous ces gens-là, qui découvrent le hobby, ils vont forcément, ils vont être influencés d'abord par la nouveauté. Je pense que, je sais pas à partir depuis combien de temps vous jouez aux jeux de société, mais souvent on a cette phase, soit on jouait et avant que Puerto Rico sorte ou avant même Hong Kong Cosmic, bon c'est possible. Soit on a découvert et puis au moment où on commence le jeu, on se met à avoir un peu cette comment dire cette Oui. ouais, voilà, boulimie de jeu et on est forcément très dans la nouveauté. Et puis à un moment, on regarde ce qui s'est passé avant et on a cette démarche. Je pense qu'on a à peu près tous le même constat et puis on ralentit un peu sur nos achats, etc. On a un peu tous, c'est des cycles qui se retrouvent chez beaucoup de joueurs et joueuses. Et je pense que comme là, il y a eu dans les dernières années beaucoup plus d'ouverture, forcément, tu as aussi cette demande qui va avec beaucoup plus de sorties. En fait, je pense que les deux se sont accompagnés. Et c'est ça qui explique aussi que on a ce sentiment qu'il y ait beaucoup plus de communication sur les nouveautés sur tous les réseaux parce que ça accompagne aussi la naissance de l'accès au hobby de plus de nouveaux joueurs et joueuses. Et je pense que aussi ça va évoluer avec cette arrivée massive peut-être de plus de joueurs et joueuses. Donc, moi, je pense que il faut faire ce qu'on a envie de faire et que de toute façon, les joueurs et joueuses, ils évoluent aussi avec le temps. Ceux qui sont à fond dans les nouveautés aujourd'hui parce qu'ils viennent d'arriver et qu'ils ont l'impression qu'il y a waouh, c'est un peu Disneyland à tous les étages, ils vont aussi avoir à un moment la phase où ils vont aller regarder ce qui s'est passé et ils vont chercher aussi d'autres contenus, etc. Et du coup, je suis pas trop, comment dire, je suis moins, moi qui suis hyper pessimiste d'habitude, là, je suis pas trop, je pense que c'est des cycles normaux dans les qu'on a tous rencontrés et sauf que peut-être nous quand ça nous est arrivé il y avait peut-être pas toute cette déferlante de médias possibles finalement pendant longtemps il y avait pas grand chose, enfin il y a des sources d'information, on était sûr qu'on écoutait tous, enfin on lisait tous les mêmes articles, on écoutait tous les mêmes, enfin il y avait pas non plus, on suivait tous les mêmes comptes. Et forcément là il y a eu et je pense qu'avec aussi peut-être le confinement a encore plus donné des envies aussi à des gens de se lancer pour avoir des comptes Instagram et ils découvrent comme ils découvrent le hobby, donc c'est aussi des choses qui sont en construction. Oui, oui, Ouais, et puis, vas-y. vas-y, excuse-moi. Non, non, Il faut aussi voir qu'avec le grossissement du milieu, en fait, il y a des choses qui étaient déjà là, mais qui s'amplifient. C'est sûr que, par exemple, que quand on doit élaguer nos ludothèques, on n'élague pas forcément que des mauvais jeux. Mais inévitablement, quand tu regardes maintenant avec toutes les arrivées, par exemple, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un influenceur qui parlait de son backstore, et à chaque fois qu'il parlait quasiment d'un jeu de son backstore, c'était jamais un mauvais jeu, c'était juste un jeu que il faut qu'il fasse de la place et tout ça. Donc, effectivement, tu finis par avoir ça qui est amplifié en permanence. Maintenant, la question aussi se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un comportement d'influenceur et un comportement de joueur classique? Parce que les piles de la honte, est-ce que tous les joueurs ont des piles de la honte chez eux et des piles de la honte qui vont jusqu'au plafond? Je suis pas, je Ouais, sais pas. moi aussi je le reconnais, je le dis. Ouais, moi, Et, je dis, beaucoup de jeux sous non joués. je pense que chez tous les joueurs, non, il n'y a pas de pile, forcément de grandes piles. Par contre, chez tous les consommateurs, oui. C'est même le principe, je Ouais. pense, de la consommation. C'est d'acheter. Oui, je partageais un article, parce que j'ai partagé ça sur Facebook ce matin, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il y a l'animatrice de C8, Agathe Auproux, qui s'est mis à jouer comme tout le monde. On parlait que le jeu de société se démocratisait. Elle s'est mise à jouer en famille avec des amis, et voilà, le temps d'un week-end. Et puis, comme tout le monde, quand tu découvres le jeu de société, mais c'est génial. Et elle s'est amusée à partager ça sur ses réseaux. Donc je crois que son compte, c'est 800 000 abonnés ou 900 000 abonnés. Enfin, donc autant dire une audience
atomique. Et du coup, elle a eu tout de suite eu... donc son questionnement, c'était est-ce que ça c'est trop cool de jouer? Et donc moi, je fais juste l'aparté. Moi, je pense que c'est bien que des personnalités qui ont des audiences que le monde du jeu ne touche pas forcément, qui puissent dire, bah oui, jouer, c'est bien. Comme quand Daniel Radcliffe parlait de Welcome, quand Vincent de Diem, pareil, etc. Donc je trouve que c'est toujours bien quand ça s'ouvre comme ça. Et elle parlait de, est-ce qu'on peut devenir testeuse? Et forcément, tout de suite, quelqu'un a senti le, le filon, et donc c'est Cultura hein, qui a attrapé la balle au bon, et voilà, qui va sûrement faire un partenariat lucratif. Mais voilà, quand on disait oui, le jeu de société a vraiment s'est démocratisé, je pense que même la question ne se pose plus maintenant, en fait. On est au-delà de la chose, quoi. Oui, vas-y, Rachel. Alors, plusieurs choses. D'abord, rebondir là sur ce phénomène, ce personnage que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui justement est représentative pour moi de ce qu'est Internet maintenant, de ce que sont les réseaux sociaux. Et tant mieux pour elle et tant mieux pour Cultura, surtout d'avoir rebondi là-dessus, etc. Mais justement, je ne jugerai pas parce que c'est 2022. C'est comme ça que ça se passe. Ont beaucoup plus d'abonnés. Le plus pertinent qui soit dans le monde du jeu n'est qu'une miette de pain par rapport à un candidat qui s'est fait éliminer aux premières heures d'une émission de télé-réalité saison 26. C'est un état de fait. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, je rebondis toujours là-dessus. Le jeu de société est toujours une niche. Et toujours une niche dans le sens où il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, ça s'est démocratisé, ça s'est pas popularisé. Le jeu de société ne sera plus, et ça Jérémy pour en témoigner, je le disais souvent en magasin, ne sera plus une niche à partir du moment où vous rentrerez dans une famille de smicards avec plusieurs enfants, et ils auront au moins un King Domino, au moins un Catan, au moins un Aventurier du Rail, ou un Skijo et un Splito et un Skull King, des choses comme ça. Où le loisir jeu de société sera rentré dans plus de familles et non pas dans des familles QSP+, uniquement. Encore une notion d'entre-soi. Oui, oui. Oh, je suis une troll aujourd'hui, je crois. Ouais. Moi, je dis CSP+, c'est marrant. Mais... oui, est-ce que... parce que ça fait presque... Mais Oui, ce qui était intéressant par rapport Vas-y. à ton post Facebook, c'était que beaucoup de gens ont réagi par rapport à la légitimité de cette personne, par rapport à ses connaissances et tout ça. Mais c'est une influenceuse. Je veux dire, depuis quand un influenceur a besoin d'être légitime? Il a besoin d'avoir une audience, et c'est l'audience qui propose. Donc, en termes d'audience, je pense que Cultura a trouvé une candidate idéale, parce que ça va toucher des milliers et des milliers de personnes, quoi. Oui, puis Donc, nous, on est devenus on a légitimes en le voulu pendant faisant. des années, oui. Puis on a voulu pendant des années que le jeu de société se démocratise. Et aujourd'hui, où il se démocratise, j'ai l'impression que parfois on râle parce qu'il se Ah oui. démocratise. Mais on a voulu Mais il y ça a- pendant des années. Mais il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui veulent pas du tout, enfin qui en réalité voudraient que la démocratisation ça se met d'une certaine manière en fait, de la manière qu'elles estiment être la bonne manière, alors qu'à partir du moment où, enfin si le loisir doit nous échapper aussi, enfin échapper aussi à, enfin c'est à chacun de se l'approprier et c'est très bien comme ça. Hein. Et on gagne pas forcément tellement, je pense, avec le côté élitiste. Tout à fait. Ouais. Ça profite à personne. Ouais. Non, c'est clair. Ah, c'est bien de troller, ça fait ressortir tout le bon des gens. Mais oui, oui. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la chose. J'avais juste une dernière, du coup, chose, mais qui n'a rien à voir avec notre sujet. Mais j'ai vu passer ça, et comme on est sur la démocratisation, etc., j'essaie de retrouver la chose, mais je ne sais pas où c'est. Est-ce que vous avez vu passer les affiches du Festival des Jeux de Cannes? Et je voulais avoir votre avis dessus. Ah. Est-ce que vous avez vu ou pas? Pour 2023 Ouais. Truc avec les PNJ où on met sa tête? Ouais. Ouais, j'ai rien vu. J'en ai vu une vite fait, mais je me suis pas attardée. Et alors, j'essaie de retrouver ça pour montrer. Je voulais avoir la vue. Attends. Ouais, voilà, c'est ça. Avec c'est quoi, c'est un emoji? Ouais, en Ouais, fait, t'as la c'est des moitié moitiés du d'emoji. Ouais, la moitié de ton visage est sous emoji.
et le dessus, et j'ai trouvé ça, en fait, et il y a le texte, c'est euh, for the player, je crois. Et j'ai trouvé ça assez, alors ça c'est à titre personnel, mais incompréhensible, dans le sens où je ne comprends pas ce que veut dire cette affiche. Tu vois, je ne sais pas à qui elle Mais s'adresse, je ne je sais... crois qu'ils sont un peu coutumiers du fait, non? J'ai Ou- l'impression que c'est souvent, on Ouais, a du mal à saisir le sens ouais, c'est vrai. caché de Et leurs affiches. like a player. Voilà, like a player. Mais il y en a plusieurs Ah, des c'est différentes en fait. un hommage à Madonna. Ouais. Like a player. On va faire une version. Je la trouve ratée encore une fois, mais elle a un côté où, tu vois, médiatiquement, il y a un côté intéressant où tu as un lien Drive que j'ai trouvé je ne sais plus où tu as des PNG et ils ont pensé au phénomène. Médiatiquement, c'est très bien pensé. Les gens vont se l'approprier, les gens vont repartager Mm. cette affiche, les gens vont communiquer gratuitement Ouais, sur c'est ce une... support-là. Ouais. Attends, j'essaye de partager le truc pour les gens. Ah, tu veux que je te partage le lien? Non, mais c'est bon, je l'ai mis. Et je J'ai sais. le lien live. Du coup, c'est peut-être ouais, c'est peut-être Madonna qui donnera l'as Ah, d'or. Ouais, peut-être. c'est moi déguisé en Madonna. Like a prayer. Ouh. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci merci d'être venu. J'espère que pour les gens, ça a été passionnant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir des points de vue différents et d'essayer de discuter de notre, je sais pas si on peut dire, de notre métier ou de notre activité, qui, tout comme le jeu de société, je pense que ça nous passionne aussi, sinon on le ferait pas. Alors c'est sûr qu'on n'a pas été exhaustif, parce que je pense que c'est pas possible. Puis on a déjà discuté 2 bonnes heures, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui sont passés. Je sais plus, on était 30 ou 40 personnes en moyenne. Donc ce qui est assez cool, hein, l'après-midi. Merci le chômage, hein, je sais pas si tout le monde est au chômage. Ouais. Vive le chômage! Euh, donc merci tout le monde. Et puis on se retrouve, moi je sais plus, je fais un live samedi après-midi, on finit Escape Tales 3 avec les amis. Autant dire que si encore des bugs, ça va gueuler. Ah, on aurait pu parler de ça, tiens, de pourquoi dans les critiques de jeux ou les avis de jeu, il n'y a jamais ça qui est mis en avant, les bugs. Et que Ah, Ouais, c'est normal en fait que... Je sais si pas, j'ai de la place en nombre de les caractères, j'en erreurs ai de prévu une. traduction. Ouais. voilà, erreur de traduction, Ouais, erreur... ça, c'est... nous, on jouait avec ma fille, on a Écoute, acheté la boîte, tu sais, Pokémon, arène de combat, donc qui est censé être un guide, tu sais, un tutoriel pour jouer. Les cartes ne correspondent pas au tutoriel. Et... enfin bon, bref. Ouais. Des bisous tout le monde. Nous, on Ouais. va peut-être continuer. merci Bisous, à toi. Merci de nous avoir bisous, invités. merci tout le monde. Bisous. Au revoir.